10. Devant la justice. De Pau, il m'est resté un souvenir agréable. Dans cette ville, le vent ne souffle presque jamais. Et comme nous y restâmes pendant l'hiver, passant nos journées dans les rues, sur les places publiques et sur les promenades, on comprend que je dus être sensible à un avantage de ce genre. Ce ne fut pourtant pas cette raison, qui, contrairement à nos habitudes, détermina ce long séjour en un même endroit, mais une autre très légitimement toute puissante auprès de mon maître, je veux dire l'abondance de nos recettes. En effet, pendant tout l'hiver, nous eûmes un public d'enfants qui ne se fatigua point de notre répertoire, et ne nous cria jamais « c'est donc toujours la même chose ». C'étaient pour le plus grand nombre des enfants anglais, de gros garçons avec des chairs roses et de jolies petites filles avec des grands yeux doux, presque aussi beaux que ceux de Dulcet. Quand le printemps s'annonça par de chaudes journées, notre public commença à devenir moins nombreux, et après la représentation, plus d'une fois, des enfants vinrent donner des poignées de main à Jolicoeur et à Capi. C'étaient leurs adieux qu'ils faisaient. Le lendemain, nous ne devions plus les revoir. Nous reprîmes notre vie errante, à l'aventure, par les grands chemins. Pendant longtemps, je ne sais combien de jours, combien de semaines, nous allâmes devant nous, suivant des vallées, escaladant des collines, laissant toujours à notre droite les cimes bleuâtres des Pyrénées, semblables à des entassements de nuages. Puis un soir, nous arrivâmes dans une grande ville située au bord d'une rivière, au milieu d'une plaine fertile. Les maisons, fort laides pour la plupart, étaient construites en briques rouges. Les rues étaient pavées de petits cailloux pointus, durs aux pieds des voyageurs, qui avaient fait une dizaine de lieues dans leur journée. Mon maître me dit que nous étions à Toulouse, et que nous y resterions longtemps. Comme à l'ordinaire, notre premier soin le lendemain fut de chercher des endroits propices à nos représentations. Nous en trouvâmes à grand nombre, car les promenades ne manquent pas à Toulouse, surtout dans la partie de la ville qui avoisine le jardin des plantes. Il y a là une belle pelouse ombragée de grands arbres, sur laquelle viennent déboucher plusieurs boulevards, qu'on appelle des allées. Ce fut dans une de ces allées que nous nous installâmes, et dès nos premières représentations, nous eûmes un public nombreux. Par malheur, l'homme de police, qui avait la garde de cette allée, vit cette installation avec des plaisirs, et soit qu'il n'aimât pas les chiens, soit que nous fussions une cause de dérangement dans son service, soit toute autre raison, il voulut nous faire abandonner notre place. Peut-être dans notre position eût-il été sage de céder à cette tracasserie, car la lutte entre de pauvres saltimbanques tels que nous et des gens de police n'était pas à armes égales. Mais par suite d'une disposition d'esprit qui n'était pas ordinaire à mon maître, presque toujours très patient, il n'en jugea pas ainsi. Bien qu'il ne fût qu'un montreur de chiens savant, pauvre et vieux, ou moins présentement, il avait de la fierté. De plus, il avait ce qu'il appelait le sentiment de son droit, c'est-à-dire, ainsi qu'il me l'expliqua, la conviction qu'il devait être protégé, tant qu'il ne ferait rien de contraire aux lois ou règlements de police. Il refusa donc d'obéir à l'agent, lorsque celui-ci voulut nous expulser de notre allée. L'agent répondit qu'il n'y avait pas à discuter, mais à obéir. « Il faut museler vos chiens, dit-il durement à Vitalis. « Museler mes chiens. »« Oui, museler vos chiens, et plus vite que ça. »« Museler Capi, Zerbino, Dolcet » s'écria Vitalis, s'adressant bien plus au public qu'à l'agent. « Mais votre seigneurie n'y pense pas. Comment le savant médecin Capi, connu de l'univers entier, pourra-t-il administrer ses médicaments à son malade, si celui-ci porte au bout de son nez une muselière? C'est par la bouche, signor, permettez-moi de vous le faire remarquer, que la médecine doit être prise pour opérer son effet. Le docteur Capi ne sera jamais permis de lui indiquer une autre direction devant ce public distingué. » Sur ce mot, il y eut une explosion de fou rire. « Si demain vos chiens ne sont pas muselés, s'écria l'agent, en nous menaçant du poing, je vous fais un procès, je ne vous dis que cela. »« À demain, signor, dit Vitalis, à demain. » Je croyais que mon maître allait acheter des muselières pour nos chiens, mais il n'en fit rien. Et la soirée s'écoula même sans qu'il parlât de sa querelle avec l'homme de police. Alors je m'enhardis à lui en parler moi-même. « Si vous voulez que Capi ne brise pas demain sa muselière pendant la représentation, lui dis-je, il me semble qu'il serait bon de la lui mettre un peu à l'avance. En le surveillant, on pourrait peut-être l'y habituer. »« Tu crois donc que je vais leur mettre une carcasse de fer ? » ?»« Dame, il me semble que l'agent est disposé à vous tourmenter. »« Sois tranquille, je m'arrangerai demain pour que l'agent ne puisse pas me faire un procès, et en même temps pour que mes élèves ne soient pas trop malheureux. D'un autre côté, il est bon aussi que le public s'amuse un peu.
Cet agent nous procurera plus d'une bonne recette. Il jouera sans s'en douter un rôle comique dans la pièce que je lui prépare. Cela donnera de la variété à notre répertoire. Il n'ira pas plus loin qu'il ne faut. Pour cela, tu te rendras tout seul demain à notre place avec Joli Cœur. Tu tendras les cordes, tu joueras quelques morceaux de harpe, et quand tu auras autour de toi un public suffisant, et que l'argent sera arrivé, je ferai mon entrée avec les chiens. C'est alors que la comédie commencera. Je n'avais pas bonne idée de tout cela. Le lendemain, je m'en allai à notre place ordinaire, et je tendis mes cordes. J'avais à peine joué quelques mesures, qu'on accourut de tous côtés, et qu'on s'entassa dans l'enceinte que je venais de tracer. En me voyant seul avec Joli Cœur, plus d'un spectateur inquiet m'interrompait pour me demander si l'Italien ne viendrait pas. Il va arriver bientôt. Ce ne fut pas mon maître qui arriva, ce fut l'agent de police. Joli Cœur l'aperçut le premier, et aussitôt se campant la main sur la hanche et rejetant sa tête en arrière, il se mit à se promener autour de moi, en long et en large, raide, cambré, avec une prestance ridicule. Le public partit d'un éclat de rire et applaudit à plusieurs reprises. La figure de l'agent n'était pas faite pour me donner bonne espérance. Il était vraiment furieux, exaspéré par la colère. Joli Cœur, qui ne comprenait pas la gravité de la situation, s'amusait de l'attitude de l'agent. Il se promenait lui aussi le long de ma corde, mais en dedans, tandis que l'agent se promenait en dehors, et en passant devant moi il me regardait à son tour, par-dessus son épaule, avec une mine si drôle que les rires du public redoublaient. Je ne sais comment cela se fit, mais l'agent, que la colère aveuglait sans doute, s'imagina que j'excitais le singe, et vivement il enjamba la corde. En deux enjambées, il fut sur moi, et je me sentis à moitié renversé par un soufflet. Quand je me remis sur mes jambes et rouvris les yeux, Vitalis survenu, je ne sais comment, était placé entre moi et l'agent, qu'il tenait par le poignet. « Je vous défends de frapper cet enfant, dit-il. Ce que vous avez fait est une lâcheté. » L'agent voulut dégager sa main, mais Vitalis serra la sienne. Et pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent en face, les yeux dans les yeux. L'agent était fou de colère. Mon maître était magnifique de noblesse. Il tenait haute sa belle tête encadrée de cheveux blancs, et son visage exprimait l'indignation et le commandement. Il me semble que devant cette attitude, l'agent allait rentrer sous terre, mais il n'en fut rien. D'un mouvement vigoureux, il dégagea sa main, empoigna mon maître par le collet, et le poussa devant lui avec brutalité. Vitalis, indigné, se redressa, et levant son bras droit, il en frappa fortement le poignet de l'agent pour se dégager. « Que voulez-vous donc de nous » demanda Vitalis. « Je veux vous arrêter, suivez-moi au poste. »« Pour arriver à vos fins, il n'est pas nécessaire de frapper cet enfant, » répondit Vitalis. « Pas de parole, suivez-moi. » Vitalis avait retrouvé tout son sang-froid. Il ne répliqua pas, mais se tournant vers moi. « Rentre à l'auberge, me dit-il. Reste-y avec les chiens, je te ferai parvenir des nouvelles. » Il n'en put pas dire davantage, l'agent l'entraîna. Je rentrai à l'auberge fort affligé et très inquiet. Je n'étais plus au temps où Vitalis m'aspirait de l'effroi. À vrai dire, ce temps n'avait duré que quelques heures. Assez rapidement, je m'étais attaché à lui d'une affection sincère, et cette affection avait été en grandissant chaque jour. Nous vivions de la même vie, toujours ensemble du matin au soir, et souvent du soir au matin, quand pour notre coucher nous partagions la même botte de paille. Un père n'a pas plus de soin pour son enfant qu'il en avait pour moi. Il m'avait appris à lire, à chanter, à écrire, à compter. Dans nos longues marches, il avait toujours employé le temps à me donner des leçons, tantôt sur une chose, tantôt sur une autre, selon que les circonstances ou le hasard lui suggéraient ces leçons. Dans les journées de grand froid, il avait partagé avec moi ses couvertures. Par les fortes chaleurs, il m'avait toujours aidé à porter la part de bagages et d'objets dont j'étais chargé. À table, ou plus justement dans nos repas, car nous ne mangions pas souvent à table, il ne me laissait jamais le mauvais morceau, se réservant le meilleur. Au contraire, il nous partageait également le bon et le mauvais. Quelquefois, il est vrai, qu'il me tirait les oreilles et m'allongeait une taloche, mais il n'y avait pas dans ces petites corrections de quoi me faire oublier ses soins, ses bonnes paroles et tous les témoignages de tendresse qu'il m'avait donnés depuis que nous étions ensemble. Il m'aimait, et je l'aimais. Je passais ainsi 2 journées dans l'angoisse, n'osant pas sortir de la cour de l'auberge, m'occupant de Joli Cœur et des chiens, qui tous se montraient inquiets et chagrins. Enfin, le 3e jour, un homme m'apporta une lettre de Vitalis. Par cette lettre, mon maître me disait qu'on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant, sous la prévention de résistance à un agent de l'autorité
et de voix de fait sur la personne de celui-ci. En me laissant emporter par la colère, ajoutait-il, j'ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher. Viens à l'audience, tu y trouveras une leçon. Ayant pris des renseignements, on me dit que l'audience de la police correctionnelle commençait à 10 heures. À 9 heures le samedi, j'allais m'adosser contre la porte, et le premier, je pénétrai dans la salle. Peu à peu la salle s'emplit. Je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l'agent de police. Je ne savais pas ce que c'était que les tribunaux et la justice, mais d'instinct j'en avais une peur horrible. Il me semblait que, bien qu'il s'agît de mon maître et non de moi, j'étais en danger. J'allais me blottir derrière un gros poêle, et m'enfonçant contre la muraille, je me fis aussi petit que possible. Ce qui se dit tout d'abord, ce qu'on lui demanda, ce qu'il répondit, je n'en sais rien. J'étais trop ému pour entendre, ou tout au moins pour comprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas à écouter, je regardais mon maître qui se tenait debout, ses grands cheveux blancs rejetés en arrière, dans l'attitude d'un homme honteux et peiné. Je regardais le juge qui l'interrogeait. « Ainsi, dit celui-ci, vous reconnaissez avoir porté des coups à l'agent qui vous arrêtait. »« Non des coups, monsieur le président, mais un coup, et pour me dégager de son étreinte. Lorsque j'arrivai sur la place où devait avoir lieu notre représentation, je vis l'agent donner un soufflet à l'enfant qui m'accompagnait. « Cet enfant n'est pas à vous ?»« Non, monsieur le président, mais je l'aime comme s'il était mon fils. » Lorsque je le vis frapper, je me laissai entraîner par la colère. Je saisis vivement la main de l'agent et l'empêchai de frapper à nouveau. Nous allons entendre l'agent. Celui-ci raconta les faits tels qu'ils s'étaient passés, mais en insistant plus sur la façon dont on s'était moqué de sa personne, de sa voix, de ses gestes, que sur le coup qu'il avait reçu. Pendant cette déposition, Vitalis, au lieu d'écouter avec attention, regardait de tous côtés dans la salle. Je compris qu'il me cherchait. Alors je me décidai à quitter mon abri, et me faufilant au milieu des curieux, j'arrivai au premier rang. Il m'aperçut et sa figure attristée s'éclaira. Je sentis qu'il était heureux de me voir, et malgré moi mes yeux s'emplirent de larmes. « C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense ?» demanda enfin le président. « Pour moi, je n'aurai rien à ajouter, mais pour l'enfant que j'aime tendrement et qui va rester seul, pour lui je réclame l'indulgence du tribunal, et le prix de nous tenir séparés le moins longtemps possible. » Je croyais qu'on allait mettre mon maître en liberté, mais il n'en fut rien. Un autre magistrat parla pendant quelques minutes, puis le président, d'une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d'injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à 2 mois de prison et à 100 francs d'amende. 2 mois de prison! À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré se rouvrir. Celui-ci suivit un gendarme. Puis la porte se referma. 2 mois de séparation. Où aller? 11. En bateau. Quand je rentrais à l'auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour l'aubergiste qui me regarda longuement. J'allais passer pour rejoindre les chiens quand il m'arrêta. « Eh bien, me dit-il, ton maître? »« Il est condamné. »« À combien? »« À 2 mois de prison. »« Et combien d'amende? »« 100 francs. »« 2 mois, 100 francs, répéta-t-il à 3 ou 4 reprises. Je ne peux pas te faire crédit pendant 2 mois sans savoir si au bout du compte je serai payé. Il faut t'en aller d'ici. M'en aller. Mais où voulez-vous que j'aille, monsieur? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas ton père. Je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde? Mais monsieur, où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison? C'est ici qu'il viendra me chercher. Tu n'auras qu'à revenir ce jour-là. D'ici là, va faire une promenade de 2 mois dans les environs, dans les villes d'eau. À Bagnères, à Cauterets, à Luz, il y a de l'argent à gagner. J'entrai à l'écurie, et après avoir détaché les chiens et Jolicoeur, après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l'auberge. Tout en marchant rapidement, les chiens levaient la tête vers moi, et me regardaient d'un air qui n'avait pas besoin de paroles pour être compris. Ils avaient faim. Jolicoeur, que je portais juché sur mon sac, me tirait de temps en temps l'oreille pour m'obliger à tourner la tête vers lui. Alors il se brossait le ventre par un geste qui n'était pas moins expressif que le regard des chiens. Je crois bien que nous marchâmes près de 2 heures, sans que j'osasse m'arrêter, et cependant les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Jolicoeur me tirait l'oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort. Enfin, je me crus assez loin de Toulouse pour n'avoir rien à craindre, ou tout au moins pour dire que je musellerais mes chiens le lendemain, si on me demandait de le faire, et j'entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai. Je demandai qu'on me servît 1,5 livre de pain. « Vous prendrez bien un pain de 2 livres, me dit la boulangère.
Avec votre ménagerie, ce n'est pas trop. Il faut bien les nourrir, ces pauvres bêtes. Le pain était alors à 5 sous la livre, et si j'en prenais 2 livres, elle me coûterait 10 sous, de sorte que sur mes 11 sous, il ne me resterait qu'un seul. J'eus vite fait ce calcul, et je dis à la boulangère d'un air que je tâchais de rendre assuré, que j'avais bien assez d'une livre et demie de pain, et que je la priais de ne pas m'en couper davantage. C'est bon, répondit-elle. Et autour d'un beau pain de 6 livres, que nous aurions bien certainement mangé tout entier, elle me coupa la quantité que je demandais, et la mit dans la balance, à laquelle elle donna un petit coup. C'est un peu fort, dit-elle, ce sera pour les 2 centimes. Et elle fit tomber mes 8 sous dans son tiroir. J'ai vu des gens repousser les centimes qu'on leur rendait, disant qu'ils n'en sauraient que faire. Moi je n'aurais pas repoussé ceux qui m'étaient dus. Cependant je n'osais pas les réclamer, et sortis sans rien dire, avec mon pain étroitement serré sous mon bras. C'était une affaire délicate que le découpage de ma miche. J'en fis 5 parts aussi égales que possible, et pour qu'il n'y eût pas de pain gaspillé, je les distribuai en petites tranches. Chacun avait son morceau à son tour, comme si nous avions mangé à la gamelle. Bien que ce festin n'eût rien de ce qui provoque au discours, le moment me parut venu d'adresser quelques paroles à mes camarades. Je me considérais naturellement comme leur chef, mais je ne me croyais pas assez au-dessus d'eux pour être dispensé de leur faire part des circonstances graves dans lesquelles nous nous trouvions. Capi avait sans doute deviné mon intention, car il tenait collés sur les miens ses grands yeux intelligents et affectueux. « Oui, mon ami Capi, dis-je, oui, mes amis Dolcet, Zerbino et Jolicoeur, oui, mes chers camarades, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Notre maître est éloigné de nous pour 2 mois. »« Ouah !» cria Capi. « Cela est bien triste pour lui d'abord, et aussi pour nous. C'était lui qui nous faisait vivre, et en son absence nous allons nous trouver dans une terrible situation. Nous n'avons pas d'argent. » Sur ce mot qu'il connaissait parfaitement, Capi se dressa sur ses pattes de derrière, et se mit à marcher en rond, comme s'il faisait la quête dans les rangs de l'honorable société. « Tu veux que nous donnions des représentations, continuai-je, c'est assurément un bon conseil, mais ferons-nous recette? Tout est là. Si nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous n'avons que 3 sous pour toute fortune. Il faudra donc se serrer le ventre. Les choses étant ainsi, j'ose espérer que vous comprendrez la gravité des circonstances, et qu'au lieu de me jouer de mauvais tours, vous mettrez votre intelligence au service de la société. Je vous demande de l'obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons nos rangs, et comptez sur moi comme je compte sur vous-même. » Je n'ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé, mais certainement ils en sentirent les idées générales. Ils savaient, par l'absence de notre maître, qu'il se passait quelque chose de grave. Ils attendaient de moi une explication. S'ils ne comprirent pas tout ce que je leur dis, ils furent au moins satisfaits de mon procédé à leur égard, et ils me prouvèrent leur contentement par leur attention. Après quelques instants de repos, je donnai le signal du départ. Il nous fallait gagner notre coucher, en tout cas notre déjeuner du lendemain. Si comme cela était possible, nous faisions l'économie de coucher en plein air. Nous allons coucher à la Belle Étoile, n'importe où, sans souper. Au mot souper, il y eut un grognement général. Je montrai mes 3 sous. Vous savez que c'est tout ce qui nous reste. Si nous dépensons nos 3 sous ce soir, nous n'aurons rien pour déjeuner demain. Or, comme nous avons mangé aujourd'hui, je trouve qu'il est sage de penser au lendemain. Et je remis mes 3 sous dans ma poche. Capi et Dolcet baissèrent la tête avec résignation, mais Zerbino, qui n'avait pas toujours bon caractère, et qui de plus était gourmand, continua de gronder. Après l'avoir regardé sévèrement, sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi. « Explique à Zerbino, lui dis-je, ce qu'il paraît ne pas vouloir comprendre. Il faut nous priver d'un second repas aujourd'hui, si nous voulons en faire un seul demain. » Aussitôt Capi donna un coup de patte à son camarade, et une discussion parut s'engager entre eux. Qu'on ne trouve pas le mot discussion impropre parce qu'il est appliqué à 2 bêtes. Il est certain, en effet, que les bêtes ont un langage particulier à chaque espèce. Si vous avez habité une maison, aux corniches ou aux fenêtres, de laquelle les hirondelles suspendent leur nid, vous êtes assurément convaincu que ces oiseaux ne sifflent pas simplement un petit air de musique, alors qu'au jour naissant, elles jacassent si vivement entre elles. Ce sont de vrais discours qu'elles tiennent, des affaires sérieuses qu'elles agitent, ou des paroles de tendresse qu'elles échangent. Et les fourmis d'une même tribu, lorsqu'elles se rencontrent dans un sentier et se frottent antenne contre antenne, que croyez-vous qu'elles fassent, si vous n'admettez pas qu'elles se communiquent ce qui les intéresse? Quant aux chiens, non seulement ils savent parler, mais encore ils savent lire. Voyez-les, le nez en l'air, ou bien la tête basse flairant le sol, sentant les cailloux et les buissons,
Tout à coup il s'arrête devant une touffe d'herbe ou une muraille, tandis que le chien y lit toutes sortes de choses curieuses, écrites dans un caractère mystérieux, que nous ne voyons même pas. Ce que Capri dit à Zerbino, je ne l'entendis pas, car si les chiens comprennent le langage des hommes, les hommes ne comprennent pas le langage des chiens. Je vis seulement que Zerbino refusait d'entendre raison, et qu'il insistait pour dépenser immédiatement les 3 sous. Il fallut que Capi se fâchât, et ce fut seulement quand il eut montré ses crocs que Zerbino, qui n'était pas très brave, se résigna au silence. La question du souper étant ainsi réglée, il ne restait plus que celle du coucher. Quittant la route, nous nous engageâmes au milieu des pierres, et bientôt j'aperçus un énorme bloc de granit planté de travers, de manière à former une sorte de cavité à la base et un toit à son sommet. Dans cette cavité, les vents avaient amoncelé un lit épais d'aiguilles de pin desséchées. Nous ne pouvions mieux trouver. Un matelas pour nous étendre, une toiture pour nous abriter. Il ne nous manquait qu'un morceau de pain pour souper. Mais il fallait tâcher de ne pas penser à cela. D'ailleurs, le proverbe n'a-t-il pas dit « qui dort dîne ?» Avant de dormir, j'expliquai à Capi que je comptais sur lui pour nous garder, et la bonne bête, au lieu de venir avec nous se coucher sur les aiguilles de pin, resta en dehors de notre abri, postée en sentinelle. Je pouvais être tranquille. Je savais que personne ne nous approcherait sans que j'en fusse prévenu. Cependant, bien que rassuré sur ce point, je ne m'endormis pas aussitôt que je me fus étendu sur les aiguilles de pin. Joli cœur enveloppé près de moi dans ma veste, Zerbino et Dolcet couchés en rond à mes pieds, mon inquiétude était plus grande encore que ma fatigue. La journée, cette première journée de voyage, avait été mauvaise. Que serait celle du lendemain? Comment nourrir ma troupe? Comment me nourrir moi-même, si je ne trouvais pas le lendemain et les jours suivants à donner des représentations? Des muselières, une permission pour chanter, où voulait-on que j'en eusse? Faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d'un bois, sous un buisson? Je sentis mes yeux s'emplir de larmes. Puis tout à coup je me mis à pleurer. Pauvre mère Barberin, pauvre Vitalis. Je m'étais couché sur le ventre, et je pleurais dans mes 2 mains, sans pouvoir m'arrêter, quand je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux. Vivement je me retournai, et une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage. C'était Capi, qui m'avait entendu pleurer et qui venait me consoler, comme il était déjà venu à mon secours lors de ma première nuit de voyage. Je le pris par le cou à 2 bras, et j'embrassai son museau humide. Alors il poussa 2 ou 3 gémissements étouffés, et il me sembla qu'il pleurait avec moi. Quand je m'éveillai, il faisait grand jour, et Capi, assis devant moi, me regardait. Les oiseaux sifflaient dans le feuillage. Au loin, tout au loin, une cloche sonnait l'Angélus. Le soleil, déjà haut dans le ciel, lançait des rayons chauds et réconfortants, aussi bien pour le cœur que pour le corps. Mon parti était pris. Je dépenserais mes 3 sous, et après nous verrions. En arrivant dans le village, je n'eus pas besoin de demander où était la boulangerie. Notre nez nous guida sûrement vers elle. J'eus l'odorat presque aussi fin que celui de mes chiens, pour sentir de loin la bonne odeur du pain chaud. 3 sous de pain, quand il coûte 5 sous la livre, ne nous donnèrent à chacun qu'un bien petit morceau, et notre déjeuner fut rapidement terminé. Le moment était donc venu de voir, c'est-à-dire d'aviser au moyen de faire une recette dans la journée. Pour cela je me mis à parcourir le village, en cherchant la place la plus favorable à une représentation, et aussi en examinant la physionomie des gens, pour tâcher de deviner s'ils nous seraient amis ou ennemis. J'étais absorbé par cette idée, quand tout à coup j'entendis crier derrière moi. Je me retournai vivement, et je vis arriver Zerbino, poursuivi par une vieille femme. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ces cris. Profitant de ma distraction, Zerbino m'avait abandonné, et il était entré dans une maison, où il avait volé un morceau de viande qu'il emportait dans sa gueule. « Au voleur !» cria la vieille femme. « Arrêtez-le, arrêtez-les tous !» En entendant ces derniers mots, me sentant coupable, ou tout au moins responsable de la faute de mon chien, je me mis à courir aussi. Que répondre si la vieille femme me demandait le prix du morceau de viande volé? Comment le payer? Une fois arrêtés, ne nous garderait-on pas? Me voyant fuir, Capi et Dolcet ne restèrent pas en arrière, et je les sentis sur mes talons, tandis que Joli Cœur, que je portais sur mon épaule, m'empoignait par le cou pour ne pas tomber. Toujours courant à toutes jambes, nous fûmes bientôt en pleine campagne, c'est-à-dire après avoir fait au moins 2 kilomètres. Alors je me retournai, osant regarder en arrière. Personne ne nous suivait. Capi et Dolcet étaient toujours sur mes talons. Zerbino arrivait tout au loin.
s'étant arrêté sans doute pour manger son morceau de viande. Je l'appelai, mais Zerbino, qui savait qu'il avait mérité une sévère correction, s'arrêta, puis au lieu de venir à moi, il se sauva. J'eus recours à Capi. « Va me chercher Zerbino !» Et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiais. Cependant il me sembla qu'il acceptait ce rôle avec moins de zèle que de coutume, et dans le regard qu'il me jeta avant de partir, je crus voir qu'il se ferait plus volontiers l'avocat de Zerbino que mon gendarme. Une heure s'écoula, sans que je les visse revenir ni l'un ni l'autre, et je commençai à m'inquiéter, quand Capi reparut seul, la tête basse. « Où est Zerbino ?» Capi se coucha dans une attitude craintive. Alors, en le regardant, je m'aperçus qu'une de ses oreilles était ensanglantée. Je n'eus pas besoin d'explication pour comprendre ce qui s'était passé. Zerbino s'était révolté contre la gendarmerie. Il avait fait résistance, et Capi, qui peut-être n'obéissait qu'à regret à un ordre qu'il considérait comme bien sévère, s'était laissé battre. L'expédition de Capi n'ayant pas réussi, il ne me restait qu'une ressource, qui était d'attendre que Zerbino voulût bien revenir. Je le connaissais, après un premier mouvement de révolte, il se résignerait à subir sa punition, et je le verrais apparaître repentant. Le temps s'écoulant et Zerbino ne venant pas, j'envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade, mais au bout d'une demi-heure, il revint seul et me fit comprendre qu'il ne l'avait pas trouvé. Que faire? Bien que Zerbino fût coupable, et nous eût mis tous par sa faute encore dans une terrible situation, je ne pouvais pas avoir l'idée de l'abandonner. Que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ces 3 chiens? Et puis malgré tout je l'aimais, ce coquin de Zerbino. Il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les 4 et nous distraire. Comme j'examinais cette question, je me souvins que Vitalis m'avait dit qu'à la guerre, quand un régiment était fatigué par une longue marche, on faisait jouer la musique, si bien qu'en entendant des airs gais ou entraînants, les soldats oubliaient leur fatigue. Je pris ma harpe qui était posée contre un arbre, et tournant le dos au canal, après avoir mis mes comédiens en position, je commençai à jouer un air de danse, puis après une valse. Tout à coup j'entendis une voix claire, une voix d'enfant crier « Bravo !» Cette voix venait de derrière moi. Je me retournai vivement. Un bateau était arrêté sur le canal, l'avant tourné vers la rive, sur laquelle je me trouvais. Les 2 chevaux qui le remorquaient avaient fait halte sur la rive opposée. C'était un singulier bateau, et quel que je n'en avais pas encore vu de pareil. Il était beaucoup plus court que les péniches qui servent ordinairement à la navigation sur les canaux, et au-dessus de son pont peu élevé, au-dessus de l'eau, était construite une sorte de galerie vitrée. À l'avant de cette galerie se trouvait une véranda ombragée par des plantes grimpantes, dont le feuillage, accroché çà et là, aux découpures du toit, retombait par places en cascades vertes. Sous cette véranda j'aperçus 2 personnes, une dame jeune encore, à l'air noble et mélancolique, qui se tenait debout, et un enfant, un garçon à peu près de mon âge, qui me parut couché. C'était cet enfant sans doute qui avait crié « Bravo !» Remis de ma surprise, car cette apparition n'avait rien d'effrayant, je soulevai mon chapeau pour remercier celui qui m'avait applaudi. « C'est pour votre plaisir que vous jouez ?» me demanda la dame, parlant avec un accent étranger. « C'est pour faire travailler mes comédiens et aussi pour me distraire. » L'enfant fit un signe et la dame se pencha vers lui. « Voulez-vous jouer encore ?» me demanda la dame en relevant la tête. Si je voulais jouer pour un public qui m'arrivait si à propos, je ne me fis pas prier. Je repris donc ma harpe et je commençai à jouer une valse. Aussitôt Capi entoura la taille de Dulcé avec ses 2 pattes, et ils se mirent à tourner en mesure. Puis Joli Cœur dansa un pas seul. Puis successivement, nous passâmes en revue tout notre répertoire. Nous ne sentions pas la fatigue. Quant à mes comédiens, ils avaient assurément compris qu'un dîner serait le paiement de leur peine, et ils ne s'épargnaient pas plus que je ne m'épargnais moi-même. Tout à coup, au milieu d'un de mes exercices, je vis Zerbino sortir d'un buisson, et quand ses camarades passèrent près de lui, il se plaça effrontément au milieu d'eux et prit son rôle. Tout en jouant et en surveillant mes comédiens, je regardais de temps en temps le jeune garçon. Et chose étrange, bien qu'il parût prendre grand plaisir à nos exercices, il ne bougeait pas. Il restait couché, allongé dans une immobilité complète, ne remuant que les 2 mains pour nous applaudir. Était-il paralysé? Il semblait qu'il était attaché sur une planche. Insensiblement, le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais, et je voyais maintenant l'enfant comme si j'avais été sur le bateau même et près de lui. Il était blond de cheveux, son visage était pâle, si pâle qu'on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente. Son expression était la douceur et la tristesse, avec quelque chose de maladif.
Combien faites-vous payer les places à votre théâtre? Me demanda la dame. On paie selon le plaisir qu'on a éprouvé. Alors, maman, il faut payer très cher, dit l'enfant. Puis il ajouta quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas. Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près, me dit la dame. Je fis un signe à Capi, qui, prenant son élan, sauta dans le bateau. Et les autres, cria Arthur. Zerbino et Dolcet suivirent leurs camarades. Et le singe? Joli Cœur aurait facilement fait le saut, mais je n'étais jamais sûr de lui. Une fois à bord, il pouvait se livrer à des plaisanteries qui n'auraient peut-être pas été du goût de la dame. Est-il méchant? Demanda-t-elle. Non, madame, mais il n'est pas toujours obéissant, et j'ai peur qu'il ne se conduise pas convenablement. Eh bien, embarquez avec lui. Disant cela, elle fit signe à un homme qui se tenait à l'arrière auprès du gouvernail, et aussitôt cet homme, passant à l'avant, jeta une planche sur la berge. C'était un pont. Il me permit d'embarquer sans risquer le saut périlleux, et j'entrai dans le bateau gravement, ma harpe sur l'épaule et Joli Cœur dans ma main. Le singe s'écria Arthur. Je m'approchai de l'enfant, et tandis qu'il flattait et caressait Joli Cœur, je pus l'examiner à loisir. Chose surprenante, il était bien véritablement attaché sur une planche, comme je l'avais cru tout d'abord. « Vous avez un père, n'est-ce pas, mon enfant ?» me demanda la dame. « Oui, mais je suis seul en ce moment. »« Pour longtemps ?»« Pour 2 mois. »« 2 mois? Oh, mon pauvre petit! Comment seul ainsi pour si longtemps à votre âge? Il le faut bien, madame. Votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d'argent au bout de ces 2 mois. Non, madame, il ne m'oblige à rien. Pourvu que je trouve à vivre avec ma troupe, cela suffit. Et vous avez trouvé à vivre jusqu'à ce jour? J'hésitais avant de répondre. Je n'avais jamais vu une dame qui m'inspirât un sentiment de respect, comme celle qui m'interrogeait. Cependant, elle me parlait avec tant de bonté, sa voix était si douce, son regard était si affable, si encourageant, que je me décidai à dire la vérité. D'ailleurs, pourquoi me taire? Je lui racontai donc comment j'avais dû me séparer de Vitalis, condamné à la prison pour m'avoir défendu, et comment depuis que j'avais quitté Toulouse, je n'avais pas pu gagner un sou. Pendant que je parlais, Arthur jouait avec les chiens, mais cependant il écoutait et entendait ce que je disais. « Comme vous devez tous avoir faim, s'écria-t-il. » À ce mot qu'il connaissait bien, les chiens se mirent à aboyer, et Joli Cœur se frotta le ventre avec frénésie. « Oh, maman !» dit Arthur. La dame comprit cet appel. Elle dit quelques mots en langue étrangère à une femme qui montrait sa tête dans une porte entrebâillée, et presque aussitôt cette femme apporta une petite table servie. « Asseyez-vous, mon enfant, me dit la dame. » Je ne me fis pas prier, je posai ma harpe et m'assis vivement devant la table. Les chiens se rangèrent aussitôt autour de moi, et Joli Cœur prit place sur mon genou. « Vos chiens mangent-ils du pain ?» me demanda Arthur. « S'ils mangeaient du pain, je leur en donnais à chacun un morceau qu'ils dévorèrent. Et le singe, dit Arthur. Mais il n'y avait pas besoin de s'occuper de Joli Cœur, car tandis que je servais les chiens, il s'était emparé d'un morceau de croûte de pâté avec lequel il était en train de s'étouffer sous la table. À mon tour, je pris une tranche de pain, et si je ne m'étouffais pas comme Joli Cœur, je dévorais au moins aussi gloutonnement que lui. « Pauvre enfant, disait la dame, en emplissant mon verre. Quant à Arthur, il ne disait rien. Mais il nous regardait, les yeux écarquillés, émerveillé assurément de notre appétit, car nous étions aussi voraces les uns que les autres, même Zerbino, qui cependant avait dû se rassasier jusqu'à un certain point avec la viande qu'il avait volée. « Et où auriez-vous dîné ce soir, si nous ne nous étions pas rencontrés ?» demanda Arthur. « Je crois bien que nous n'aurions pas dîné. Et demain, où dînerez-vous? Peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd'hui. » Sans continuer de s'entretenir avec moi, Arthur se tourna vers sa mère, et une longue conversation s'engagea entre eux dans la langue étrangère que j'avais déjà entendue. Il paraissait demander une chose qu'elle n'était pas disposée à accorder, ou tout au moins contre laquelle elle soulevait des objections. Tout à coup il tourna de nouveau sa tête vers moi, car son corps ne bougeait pas. « Voulez-vous rester avec nous ?» dit-il. Je le regardai sans répondre, tant cette question me prit à l'improviste. « Mon fils vous demande si vous voulez rester avec nous. »« Sur ce bateau ?»« Oui, sur ce bateau. Mon fils est malade. Les médecins ont ordonné de le tenir attaché sur une planche, ainsi que vous le voyez. Pour qu'il ne s'ennuie pas, je le promène dans ce bateau. Vous demeurerez avec nous. Vos chiens et votre singe donneront des représentations pour Arthur, qui sera leur public. Et vous, si vous le voulez bien, mon enfant, vous nous jouerez de la harpe. Ainsi vous nous rendrez service, et nous, de notre côté, nous vous serons peut-être utiles. Vous n'aurez point chaque jour à trouver un public, ce qui, pour un enfant de votre âge, n'est pas toujours très facile. » Quelques secondes de réflexion
me firent sentir tout ce qu'il y avait d'heureux pour moi dans cette proposition, et combien était généreuse celle qui me l'adressait. Je pris la main de la dame et la baisai. Elle parut sensible à ce témoignage de reconnaissance, et affectueusement, presque tendrement, elle me passa à plusieurs reprises la main sur le front. « Pauvre petit, dit-elle. Puisqu'on me demandait de jouer de la harpe, il me sembla que je ne devais pas différer de me rendre au désir qu'on me montrait. L'empressement était jusqu'à un certain point une manière de prouver ma bonne volonté, en même temps que ma reconnaissance. Je pris mon instrument et j'allais me placer tout à l'avant du bateau, puis je commençai à jouer. En même temps la dame approcha de ses lèvres un petit sifflet en argent et en tira un son aigu. Je ne cessai de jouer aussitôt, me demandant pourquoi elle sifflait ainsi. Était-ce pour me dire que je jouais mal, ou pour me faire taire? Arthur, qui voyait tout ce qui se passait autour de lui, devina mon inquiétude. « Maman a sifflé pour que les chevaux se remettent en marche, dit-il. » En effet, le bateau qui s'était éloigné de la berge commençait à filer sur les eaux tranquilles du canal, entraîné par les chevaux. L'eau clapotait contre la carène, et de chaque côté les arbres fuyaient derrière nous, éclairés par les rayons obliques du soleil couchant. « Voulez-vous jouer » demanda Arthur, et d'un signe de tête appelant sa mère auprès de lui, il lui prit la main et la garda dans les siennes pendant tout le temps que je jouais les divers morceaux que mon maître m'avait appris. 12. Mon premier ami. La mère d'Arthur était anglaise. Elle se nommait Madame Milligan. Elle était veuve, et je crois qu'Arthur était son seul enfant. Mais j'appris bientôt qu'elle avait eu un fils aîné, disparu, dans des conditions mystérieuses. Jamais on n'avait pu retrouver ses traces. Au moment où cela était arrivé, M. Milligan était mourant, et Madame Milligan, très gravement malade, ne savait rien de ce qui se passait autour d'elle. Quand elle était revenue à la vie, son mari était mort, et son fils disparu. Les recherches avaient été dirigées par M. James Milligan, son beau-frère. Mais il y avait cela de particulier dans ce choix, que M. James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur. En effet, son frère mort sans enfant, il devenait l'héritier de celui-ci. Cependant, M. James Milligan n'hérita point de son frère, car 7 mois après la mort de son mari, Madame Milligan mit au monde un enfant, qui était le petit Arthur. Mais cet enfant, chétif et maladif, ne pouvait pas vivre, disaient les médecins. Il devait mourir d'un moment à l'autre. Et ce jour-là, M. James Milligan devenait enfin l'héritier du titre et de la fortune de son frère aîné, car les lois de l'héritage ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et en Angleterre elles permettent dans certaines circonstances que ce soit un oncle qui hérite au détriment d'une mère. Les espérances de M. James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu. Elles ne furent pas détruites, il n'avait qu'à attendre. Il attendit. Mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent point. Arthur resta maladif. Il ne mourut pourtant pas, ainsi qu'il avait été décidé. Les soins de sa mère le firent vivre. C'est un miracle qui, Dieu merci, se répète assez souvent. 20 fois on le crut perdu, 20 fois il fut sauvé. Successivement quelquefois, même ensemble, il avait eu toutes les maladies qui peuvent s'abattre sur les enfants. En ces derniers temps s'était déclaré un mal terrible qu'on appelle coxalgie, et dont le siège est dans la hanche. Pour ce mal on avait ordonné les eaux sulfureuses, et Madame Milligan était venue dans les Pyrénées. Mais après avoir essayé des eaux inutilement, on avait conseillé un autre traitement qui consistait à tenir le malade allongé sans qu'il pût mettre le pied à terre. C'est alors que Madame Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m'étais embarqué. Elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison, il y serait mort d'ennui ou de privation d'air. Arthur ne pouvant plus marcher, la maison qu'il habiterait devait marcher pour lui. On avait transformé un bateau en maison flottante avec chambre, cuisine, salon et véranda. C'était dans ce salon ou sous cette véranda, selon les temps, qu'Arthur se tenait du matin au soir avec sa mère à ses côtés, et les paysages défilaient devant lui, sans qu'il eût d'autre peine que d'ouvrir les yeux. Ils étaient partis de Bordeaux depuis 1 mois, et après avoir remonté la Garonne, ils étaient entrés dans le canal du Midi. Par ce canal, ils devaient gagner les étangs et les eaux qui longent la Méditerranée, remonter ensuite le Rhône, puis la Saône, passer de cette rivière dans la Loire jusqu'à Briare, prendre là le canal de ce nom, arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu'à Rouen, où ils s'embarqueraient sur un grand navire pour rentrer en Angleterre.
Le jour de mon arrivée, je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau, qui s'appelait le Cygne. Bien qu'elle fût toute petite, cette chambre, 2 mètres de long sur 1 mètre à peu près de large, c'était la plus charmante cabine, la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine. Le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode, mais cette commode ressemblait à la bouteille inépuisable des physiciens qui renferment tant de choses. Au lieu d'être fixe, la tablette supérieure était mobile, et quand on la relevait, on trouvait sous elle un lit complet, matelas, oreiller, couverture. Bien entendu, il n'était pas très large ce lit. Cependant, il était assez grand pour qu'on y fût très bien couché. Sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette, et sous ce tiroir s'en trouvait un autre, divisé en plusieurs compartiments, dans lesquels on pouvait ranger le linge et les vêtements. Point de table, point de siège, au moins dans la forme habituelle, mais contre la cloison, du côté de la tête du lit, une planchette qui, en s'abaissant, formait table, et du côté des pieds, une autre qui formait chaise. Un petit hublot percé dans le bordage, et qu'on pouvait fermer avec un verre rond, servait à éclairer et à aérer cette chambre. Jamais je n'avais rien vu de si joli, ni de si propre. Tout était revêtu de boiseries en sapin verni, et sur le plancher était étendue une toile cirée à carreaux noirs et blancs. Mais ce n'était pas seulement les yeux qui étaient charmés. Quand après m'être déshabillé je m'étendis dans le lit, j'éprouvais un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi. Si bien couché que je fusse dans ce bon lit, je me levais dès le point du jour, car j'avais l'inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit. Je trouvais tout le monde à la place où je l'avais installé la veille, et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois. Le marinier que j'avais vu la veille au gouvernail était déjà levé, et il s'occupait à nettoyer le pont. Il voulut bien mettre la planche à terre, et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe. En jouant avec les chiens et avec joli cœur, en courant, en sautant les fossés, en grimpant aux arbres, le temps passe vite. Quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau et attachés à un peuplier sur le chemin de halage. Ils n'attendaient qu'un coup de fouet pour partir. J'embarquai vite. Quelques minutes après, l'amarre qui retenait le bateau à la rive fut larguée. Le marinier prit place au gouvernail, le haleur enfourcha son cheval, la poulie dans laquelle passait la remorque grinça. Nous étions en route. Quel plaisir que le voyage en bateau! J'étais absorbé dans ma contemplation, lorsque j'entendis prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai vivement. C'était Arthur qu'on apportait sur sa planche. Sa mère était près de lui. « Vous avez bien dormi ?» me demanda Arthur, mieux que dans les champs. Je m'approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j'adressais à la mère tout autant qu'à l'enfant. Madame Milligan avait installé son fils à l'abri des rayons du soleil, et elle s'était placée près de lui. « Voulez-vous emmener les chiens et le singe ?» me dit-elle, « nous avons à travailler. » Je fis ce qui m'était demandé, et je m'en allai avec ma troupe tout à l'avant. À quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre? Je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon dont elle suivait le texte dans un livret ouvert. Étendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement. Ou plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement, et ne disait pas 3 mots couramment. Encore bien souvent se trompait-il. Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté. « Vous ne savez pas votre fable, dit-elle. » Cela me parut étrange de l'entendre dire « vous » à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement. « Pourquoi me désolez-vous en n'apprenant pas vos leçons ?»« Je ne peux pas, maman, je vous assure que je ne peux pas. » Et Arthur se mit à pleurer. Mais madame Milligan ne se laissa pas ébranler par ses larmes, bien qu'elle parût touchée et même désolée, comme elle avait dit. « J'aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, continua-t-elle, mais vous ne jouerez que quand vous m'aurez répété votre fable sans faute. » Disant cela, elle donna le livre à Arthur et fit quelques pas, comme pour entrer dans l'intérieur du bateau, laissant son fils couché sur sa planche. Mais elle ne disparut pas. Au lieu d'entrer dans le bateau, elle revint vers son fils. « Voulez-vous que nous essayions de l'apprendre ensemble ?» dit-elle. « Oh oui, maman, ensemble. » Alors elle s'assit près de lui, et reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable, qui s'appelait « Le loup et le jeune mouton ». Après elle, Arthur répétait les mots et les phrases. Lorsqu'elle eut lu cette fable 3 fois, elle donna le livre à Arthur, en lui disant d'apprendre maintenant tout seul, et elle rentra dans le bateau.
Aussitôt Arthur se mit à lire sa fable, et de ma place où j'étais resté, je le vis remuer ses lèvres. Il était évident qu'il travaillait et qu'il s'appliquait. Mais cette application ne dura pas longtemps. Bientôt il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite, puis tout à coup elles s'arrêtèrent complètement. Il ne lisait plus et ne répétait plus. Ses yeux qui erraient çà et là rencontrèrent les miens. De la main je lui fis un signe pour l'engager à revenir à sa leçon. « Je ne peux pas, dit-il, et cependant je voudrais bien. » Je m'approchai. « Cette fable n'est pourtant pas bien difficile, lui dis-je. »« Oh si, bien difficile, au contraire. » Elle m'a paru très facile, et en écoutant votre maman la lire, il me semble que je l'ai retenue. Il reprit le livre, et je commençai à réciter. Il n'eut à me reprendre que 3 ou 4 fois. « Comment vous la savez » s'écria-t-il. « Pas très bien, mais maintenant je crois que je la dirai sans faute. Comment avez-vous fait pour l'apprendre ?»« J'ai écouté votre maman la lire, mais je l'ai écoutée avec attention, sans regarder ce qui se passait autour de nous. En moins d'un quart d'heure, il l'a su parfaitement, et il était en train de la répéter sans faute lorsque sa mère survint derrière nous. Tout d'abord elle se fâcha de nous voir réunis, car elle crut que nous n'étions ensemble que pour jouer. Mais Arthur ne lui laissa pas dire 2 paroles. « Je la sais, s'écria-t-il, et c'est lui qui me l'a apprise. » Madame Milligan me regardait toute surprise, et elle allait sûrement m'interroger, quand Arthur se mit, sans qu'elle le lui demandât, à répéter le loup et le jeune mouton. Il le fit d'un air de triomphe et de joie, sans hésitation et sans faute. Pendant ce temps, je regardais Madame Milligan. Je vis son beau visage s'éclairer d'un sourire, puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent. Mais comme à ce moment elle se pencha sur son fils pour l'embrasser tendrement, en l'entourant de ses 2 bras, je ne sais pas si elle pleurait. « Vous êtes un bon garçon, me dit-elle. » Si j'ai raconté ce petit incident, c'est pour faire comprendre le changement qui, à partir de ce jour-là, se fit dans ma position. La veille, on m'avait pris comme montreur de bêtes pour amuser, moi, mes chiens et mon singe, un enfant malade. Mais cette leçon me sépara des chiens et du singe. Je devins un camarade, presque un ami. Quand je pense maintenant aux jours passés sur ce bateau, auprès de Madame Milligan et d'Arthur, je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance. Arthur s'était pris pour moi d'une ardente amitié, et de mon côté je me laissais aller sans réfléchir, et sous l'influence de la sympathie à le regarder comme un frère. Pas une querelle entre nous, chez lui pas la moindre marque de la supériorité que lui donnait sa position, et chez moi pas le plus léger embarras. Je n'avais même pas conscience que je pouvais être embarrassé. Cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie, mais assurément cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de Madame Milligan, qui bien souvent me parlait comme si j'avais été son enfant. Et puis ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement, pas une heure d'ennui ou de fatigue, du matin au soir toutes nos heures remplies. Depuis la construction des chemins de fer, on ne visite plus, on ne connaît même plus le canal du Midi, et cependant c'est une des curiosités de la France. De Villefranche-de-Lauragais, nous avions été à Avignonnet, et d'Avignonnet aux Pierres de Naurouse, où s'élève le monument érigé à la gloire de Riquet, le constructeur du canal, à l'endroit même où se trouve la ligne de faite entre les rivières qui vont se jeter dans l'océan et celles qui descendent vers la Méditerranée. Puis nous avions traversé Castelnaudary, la ville des moulins, Carcassonne, la cité du Moyen-Âge, et par l'écluse de Fouzeranne, si curieuse avec ses 8 sas accolés, nous étions descendus à Béziers. Quand le pays était intéressant, nous ne faisions que quelques lieues dans la journée. Quand au contraire il était monotone, nous allions plus vite. Quand les soirées étaient belles, j'avais aussi un rôle actif. Alors je prenais ma harpe, et descendant à terre, j'allais à une certaine distance me placer derrière un arbre, qui me cachait dans son ombre. Et là je chantais toutes les chansons, je jouais tous les airs que je savais. Pour Arthur, c'était un grand plaisir que d'entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit, sans voir celui qui la faisait. Souvent il me criait « Encore !» et je recommençais l'air que je venais de jouer. C'était là une vie douce et heureuse pour un enfant qui, comme moi, n'avait quitté la chaumière de mère Barberin que pour suivre sur les grandes routes le signor Vitalis. 2 fois j'avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m'attachaient à ceux que j'aimais. La première lorsque j'avais été arraché auprès de mère Barberin, la seconde lorsque j'avais été séparé de Vitalis, et ainsi 2 fois je m'étais trouvé seul au monde, sans appui, sans soutien, n'ayant d'autres amis que mes bêtes.
Et voilà que dans mon isolement et dans ma détresse, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait témoigné de la tendresse, et que j'avais pu aimer. Une femme, une belle dame, douce, affable et tendre, un enfant de mon âge qui me traitait comme si j'avais été son frère. Quelle joie, quel bonheur pour un cœur qui, comme le mien, avait tant besoin d'aimer. Combien de fois, en regardant Arthur couché sur sa planche, pâle et dolent, je me prenais à envier son bonheur, moi plein de santé et de force. Ce n'était pas le bien-être qui l'entourait que j'enviais, ce n'étaient pas ses livres, ses jouets luxueux, ce n'était pas son bateau, c'était l'amour que sa mère lui témoignait. Comme il devait être heureux d'être ainsi aimé, d'être ainsi embrassé 10 fois, 20 fois par jour, et de pouvoir lui-même embrasser de tout son cœur cette belle dame, sa mère, dont j'osais à peine toucher la main lorsqu'elle me l'attendait. Et alors je me disais tristement que moi, je n'aurais jamais une mère qui m'embrasserait et que j'embrasserais. Peut-être un jour je reverrai mère Barberin, et ce me serait une grande joie. Mais enfin, je ne pourrais plus maintenant lui dire comme autrefois « Maman », puisqu'elle n'était pas ma mère. Seul, je serais toujours seul. Ainsi, cette pensée me faisait-elle goûter avec plus d'instanticité la joie que j'éprouvais à me sentir traité tendrement par madame Milligan et Arthur. Je ne devais pas me montrer trop exigeant pour ma part de bonheur en ce monde, et puisque je n'aurais jamais ni mère, ni frère, ni famille, je devais me trouver heureux d'avoir des amis. Je devais être heureux, et en réalité je l'étais pleinement. Cependant, si douces que me parussent ces nouvelles habitudes, il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes. 13. Enfants trouvés. Le temps avait passé vite pendant ce voyage, et le moment approchait où mon maître allait sortir de prison. C'était à la fois pour moi une cause de joie et de trouble. À mesure que nous nous éloignions de Toulouse, cette pensée m'avait de plus en plus vivement tourmenté. Un jour enfin, je me décidai à en faire part à madame Milligan, en lui demandant combien elle croyait qu'il me faudrait de temps pour retourner à Toulouse, car je voulais me trouver devant la porte de la prison juste au moment où mon maître la franchirait. En entendant parler de départ, Arthur poussa les hauts cris. « Je ne veux pas que Rémi parte, s'écria-t-il. Je répondis que je n'étais pas libre de ma personne, que j'appartenais à mon maître, à qui mes parents m'avaient loué, et que je devais reprendre mon service auprès de lui le jour où il aurait besoin de moi. Je parlais de mes parents sans dire qu'ils n'étaient pas réellement mes pères et mères, car il aurait fallu avouer en même temps que je n'étais qu'un enfant trouvé. « Maman, il faut retenir Rémi, continua Arthur, qui en dehors du travail était le maître de sa mère, et faisait d'elle tout ce qu'il voulait. « Je serais très heureuse de garder Rémi, répondit madame Milligan. Vous l'avez pris en amitié, et moi-même, j'ai pour lui beaucoup d'affection. Mais pour le retenir près de nous, il faut la réunion de 2 conditions dont ni vous ni moi ne pouvons décider. La première, c'est que Rémi veuille rester avec nous. »« Ah, Rémi voudra bien, interrompit Arthur. N'est-ce pas, Rémi, que vous ne voulez pas retourner à Toulouse ? La seconde, continua madame Milligan, sans attendre ma réponse, c'est que son maître consente à renoncer aux droits qu'il a sur lui. »« Rémi d'abord, interrompit Arthur, poursuivant son idée. Avant de répondre, continua madame Milligan, Rémi doit réfléchir que ce n'est pas seulement une vie de plaisir et de promenade que je lui propose, mais encore une vie de travail. Il faudra étudier, prendre de la peine, rester penché sur les livres, suivre Arthur dans ses études. Il faut mettre cela en balance avec la liberté des grands chemins. Il n'y a pas de balance, dis-je, et je vous assure, madame, que je sens tout le prix de votre proposition. Là, voyez-vous, maman, s'écria Arthur, Rémi veut bien. Maintenant, poursuivit madame Milligan, il nous reste à obtenir le consentement de son maître. Pour cela, je vais lui écrire de venir nous trouver à Sète, car nous ne pouvons pas retourner à Toulouse. Je lui enverrai ses frais de voyage, et après lui avoir fait comprendre les raisons qui nous empêchent de prendre le chemin de fer, j'espère qu'il voudra bien se rendre à mon invitation. S'il accepte mes propositions, il ne me restera plus qu'à m'entendre avec les parents de Rémi, car eux aussi doivent être consultés. Consulter mes parents? Mais sûrement, il dirait que je voulais qu'il restât caché. La vérité éclaterait, enfant trouvé. Alors ce serait Arthur, ce serait peut-être madame Milligan, qui ne voudrait pas de moi. Je restais atterré. Et tel était mon effroi de cette vérité que je croyais si horrible, que j'en vins à souhaiter ardemment que Vitalis n'acceptât pas la proposition de madame Milligan, et que rien ne pût s'arranger entre eux à mon sujet. Sans doute il faudrait m'éloigner d'Arthur et de sa mère, renoncer à les revoir jamais peut-être, mais au moins ils ne garderaient pas de moi un mauvais souvenir. 3 jours après avoir écrit à mon maître,
Madame Milligan reçut une réponse. En quelques lignes, Vitalis disait qu'il aurait l'honneur de se rendre à l'invitation de Madame Milligan et qu'il arriverait à 7 le samedi suivant, par le train de 2 heures. Je demandai à Madame Milligan la permission d'aller à la gare, et prenant les chiens ainsi que Joli Cœur avec moi, nous attendîmes l'arrivée de notre maître. Ce furent les chiens qui m'avertirent que le train était arrivé, et qu'ils avaient flairé notre maître. Tout à coup je me sentis entraîné en avant, et comme je n'étais pas sur mes gardes, les chiens m'échappèrent. Ils couraient en aboyant joyeusement, et presque aussitôt je les vis sauter autour de Vitalis, qui dans son costume habituel venait d'apparaître. Plus prompte, bien que moins souple que ses camarades, Capi s'était élancé dans les bras de son maître, tandis que Zerbino et Dolcet se cramponnaient à ses jambes. Je m'avançai à mon tour, et Vitalis, posant Capi à terre, me serra dans ses bras. Pour la première fois, il m'embrassa, en me répétant à plusieurs reprises « Buondì, povero caro ». Mon maître n'avait jamais été dur pour moi, mais n'avait jamais non plus été caressant, et je n'étais pas habitué à ces témoignages d'effusion. Cela m'attendrit, et me fit venir les larmes aux yeux, car j'étais dans des dispositions où le cœur se serre et s'ouvre vite. Je le regardais, et je trouvais qu'il avait bien vieilli en prison. Sa taille s'était voûtée, son visage avait pâli, ses lèvres s'étaient décolorées. « Eh bien, tu me trouves changé, n'est-ce pas, mon garçon ?» me dit-il. « La prison est un mauvais séjour, et l'ennui une mauvaise maladie, mais cela va aller mieux maintenant. » Puis, changeant de sujet, « Et cette dame qui m'a écrit, dit-il, comment l'as-tu connue ?» Alors je lui racontai comment j'avais rencontré le cygne, et comment, depuis ce moment, j'avais vécu auprès de Madame Milligan et de son fils, ce que nous avions vu, ce que nous avions fait. « Et cette dame m'attend, dit-il, quand nous entrâmes à l'hôtel. Oui, je vais vous conduire à son appartement. C'est inutile, donne-moi le numéro et reste ici à m'attendre, avec les chiens et Joli Cœur. » Pourquoi n'avait-il pas voulu que j'assistasse à son entretien avec Madame Milligan? Ce fut ce que je me demandais, tournant cette question dans tous les sens. Je ne lui avais pas encore trouvé de réponse lorsque je le vis revenir. « Va faire tes adieux à cette dame, me dit-il, je t'attends ici. Nous partons dans 10 minutes. » J'étais très hésitant, et cependant je fus renversé par le sens qu'avait pris cette décision. « Vous avez donc dit, demandai-je. J'ai dit que tu m'étais utile, et que je t'étais moi-même utile. Par conséquent, que je n'étais pas disposé à céder les droits que j'avais sur toi. Marche et reviens. » Cela me rendit un peu de courage, car j'étais si complètement sous l'influence de mon idée fixe d'enfant trouvé, que je m'étais imaginé que s'il fallait partir avant 10 minutes, c'était parce que mon maître avait dit ce qu'il savait de ma naissance. En entrant dans l'appartement de Madame Milligan, je trouvai Arthur en larmes et sa mère penchée sur lui pour le consoler. « J'ai demandé à votre maître de vous garder près de nous, me dit-elle d'une voix qui me fit monter les larmes aux yeux. Mais il ne veut pas y consentir et rien n'a pu le décider. »« C'est un méchant homme !» s'écria Arthur. « Non, ce n'est point un méchant homme, poursuivit Madame Milligan. Vous lui êtes utile, et de plus je crois qu'il a pour vous une véritable affection. D'ailleurs ces paroles sont celles d'un honnête homme, et de quelqu'un au-dessus de ses conditions. Voilà ce qu'il m'a répondu pour expliquer son refus. J'aime cet enfant, il m'aime. Le rude apprentissage de la vie que je lui fais faire auprès de moi lui sera plus utile que l'état de domesticité déguisé dans lequel vous le feriez vivre malgré vous. Vous lui donneriez de l'instruction, de l'éducation, c'est vrai. Vous formeriez son esprit, c'est vrai, mais non son caractère. Il ne peut pas être votre fils, il sera le mien. Cela vaudra mieux que d'être le jouet de votre enfant malade, si doux, si aimable que paraisse être cet enfant. Moi aussi je l'instruirai. Je ne veux pas que Rémi parte. Il faut cependant qu'il suive son maître, mais j'espère que ce ne sera pas pour longtemps. Nous écrirons à ses parents, et je m'entendrai avec eux. Oh non, m'écriai-je. Comment non? Oh non, je vous en prie. Il n'y a cependant que ce moyen, mon enfant. Je vous en prie, n'est-ce pas? Il est à peu près certain que si Madame Milligan n'avait pas parlé de mes parents, j'aurais donné à nos adieux beaucoup plus que les 10 minutes qui m'avaient été accordées par mon maître. C'est à Chavanon, n'est-ce pas? Continua Madame Milligan. Alors je me relevai vivement, et courant à la porte. « Arthur, je vous aimerai toujours, dis-je d'une voix entrecoupée par les sanglots. Et vous, madame, je ne vous oublierai jamais. »« Rémi, Rémi !» cria Arthur. Mais je n'en entendis pas davantage. J'étais sorti, et j'avais refermé la porte. 1 minute après, j'étais auprès de mon maître. « En route, me dit-il. » Et nous sortîmes de Sète par la route de Frontignan. Ce fut ainsi que je quittai mon premier ami, et me trouvai de nouveau lancé dans des aventures qui m'auraient été épargnées si, ne m'exagérant pas les conséquences d'un odieux préjugé,
je ne m'étais pas laissé affoler par une sotte crainte. 14. Neige et loup. Il fallut de nouveau emboîter le pas derrière mon maître, et la bretelle de ma harpe tendue sur mon épaule endolorie cheminait le long des grandes routes, par la pluie comme par le soleil, par la poussière comme par la boue. Il fallut faire la bête sur les places publiques et rire ou pleurer pour amuser l'honorable société. La transition fut rude, car on s'habitue vite au bien-être et au bonheur. J'eus des dégoûts, des ennuis et des fatigues que je ne connaissais pas avant d'avoir vécu, pendant 2 mois, de la douce vie des heureux de ce monde. Auprès de madame Milligan, j'avais bien des fois pensé à Vitalis. Auprès de Vitalis, mon souvenir se reportait sur madame Milligan. Heureusement, dans mon chagrin, qui était très vif et persistant, j'avais une consolation. Mon maître était beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre même, si ce mot peut être juste, appliqué à Vitalis, qu'il ne l'avait jamais été. Souvent même, si j'avais osé, je l'aurais embrassé, tant j'avais besoin d'épancher en dehors les sentiments d'affection qui étaient en moi. Mais je n'osais pas, car Vitalis n'était pas un homme avec lequel on risquait des familiarités. Après être partis de Sète, nous étions restés plusieurs jours sans parler de madame Milligan et de mon séjour sur le Cygne. Mais peu à peu, ce sujet s'était présenté dans nos entretiens, mon maître l'abordant toujours le premier, et bientôt il ne s'était guère passé 2 jours sans que le nom de madame Milligan fût prononcé. « Tu l'aimais bien, cette dame, me disait Vitalis. Oui, je comprends cela. Elle a été bonne, très bonne pour toi. Il ne faut penser à elle qu'avec reconnaissance. » Le Cygne devait remonter le Rhône, et nous longions les rives de ce fleuve. Pourquoi ne le rencontrerions-nous pas? Aussi, tout en marchant, mes yeux se tournaient plus souvent vers l'eau que vers les collines et les plaines fertiles qui l'abordent de chaque côté. Lorsque nous arrivions dans une ville, Arles, Tarascon, Avignon, Montélimar, Valence, Tournon, Vienne, ma première visite était pour les quais et pour les ponts. Je cherchais le Cygne, et quand j'apercevais de loin un bateau à demi noyé dans les brumes confuses, j'attendais qu'il grandît pour voir si ce n'était pas le Cygne. Mais ce n'était pas lui. Quelquefois je m'enhardissais jusqu'à interroger les mariniers, et je leur décrivais le bateau que je cherchais. Ils ne l'avaient pas vu passer. Nous restâmes plusieurs semaines à Lyon, et tout le temps que j'eus à moi, je le passais sur les quais du Rhône et de la Saône. Je connais les ponts d'Ainay, de Tilsitt, de la Guillotière ou de l'Hôtel-Dieu, aussi bien qu'un Lyonnais de naissance. Mais j'eus beau chercher, je ne trouvais pas le Cygne. Il nous fallut quitter Lyon et nous diriger vers Dijon. Alors l'espérance de retrouver jamais madame Milligan et Arthur commença à m'abandonner, car j'avais à Lyon étudié toutes les cartes de France, que j'avais pu trouver aux étalages des bouquinistes, et je savais que le canal du Centre, que devait prendre le Cygne pour gagner la Loire, se détache de la Saône à Châlons. Nous arrivâmes à Châlons, et nous en repartîmes sans avoir vu le Cygne. C'en était donc fait, il fallait renoncer à mon rêve. Ce ne fut pas sans un très vif chagrin. Justement, pour accroître mon désespoir, qui pourtant était déjà bien assez grand, le temps devint détestable. La saison était avancée, l'hiver approchait, et les marches sous la pluie, dans la boue, devenaient de plus en plus pénibles. Quand nous arrivions le soir dans une mauvaise auberge ou dans une grange, harassé par la fatigue, mouillé jusqu'à la chemise, crotté jusqu'aux cheveux, je ne me couchais point avec des idées riantes. Lorsque, après avoir quitté Dijon, nous traversâmes les collines de la Côte d'Or, nous fûmes pris par un froid humide, qui nous glaçait jusqu'aux os, et Joli Cœur devint plus triste et plus maussade que moi. Le but de mon maître était de gagner Paris au plus vite, car, à Paris seulement, nous avions chance de pouvoir donner quelques représentations pendant l'hiver. Mais soit que l'état de sa bourse ne lui permit pas de prendre le chemin de fer, soit toute autre raison, c'était à pied que nous devions faire la route qui sépare Dijon de Paris. Quand le temps nous le permettait, nous donnions une courte représentation, dans les villes et dans les villages que nous traversions. Puis, après avoir ramassé une maigre recette, nous nous remettions en route. Jusqu'à Châtillon, les choses allèrent à peu près, quoique nous eussions toujours à souffrir du froid et de l'humidité. Mais après avoir quitté cette ville, la pluie cessa et le vent tourna au nord. Tout d'abord, nous ne nous en plaignîmes pas, bien qu'il soit peu agréable d'avoir le vent du nord en pleine figure. À tout prendre, mieux valait encore cette bise si âpre qu'elle fut, que l'humidité dans laquelle nous pourrissions depuis plusieurs semaines.
Par malheur, le vent ne resta pas au sec. Le ciel s'emplit de gros nuages noirs. Le soleil disparut entièrement, et tout annonça que nous aurions bientôt de la neige. Nous pûmes cependant arriver à un gros village sans être pris par la neige. Mais l'intention de mon maître était de gagner Troyes au plus vite, parce que Troyes est une grande ville, dans laquelle nous pourrions donner plusieurs représentations si le mauvais temps nous obligeait à y séjourner. « Couche-toi vite, me dit-il, quand nous fûmes installés dans notre auberge. Nous partirons demain matin de bonne heure. Je crains d'être surpris par la neige. » Pour lui, il ne se coucha pas aussitôt, mais il resta au coin de l'âtre de la cheminée et de la cuisine pour réchauffer Joli Cœur, qui avait beaucoup souffert du froid de la journée, et qui n'avait cessé de gémir, bien que nous eussions pris soin de l'envelopper dans ses couvertures. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure, comme il m'avait été commandé. Il ne faisait pas encore jour, le ciel était noir et bas, sans une étoile. Il semblait qu'un grand couvercle sombre s'était abaissé sur la terre et allait l'écraser. Quand on ouvrait la porte, un vent âpre s'engouffrait dans la cheminée et ravivait les tisons qui, la veille au soir, avaient été enfouis sous la cendre. « À votre place, dit l'aubergiste s'adressant à mon maître, je ne partirai pas, la neige va tomber. »« Je suis pressé, répondit Vitalis, et j'espère arriver à Troyes avant la neige. 30 kilomètres ne se font pas en 1 heure. » Nous partîmes néanmoins. Vitalis tenait Joli Cœur serré sous sa veste pour lui communiquer un peu de sa propre chaleur, et les chiens, joyeux de ce temps sec, couraient devant nous. Mon maître m'avait acheté à Dijon une peau de mouton, dont la laine se portait en dessous. Je m'enveloppai dedans, et la bise qui nous soufflait au visage me la colla sur le corps. Il n'était pas agréable d'ouvrir la bouche. Nous marchâmes, gardant l'un et l'autre le silence, hâtant le pas, autant pour nous presser que pour nous échauffer. Le pays que nous traversions était d'une tristesse lugubre, qu'augmentait encore le silence. Aussi loin que les regards pouvaient s'étendre dans ce jour sombre, on ne voyait que des champs dénudés, des collines arides et des bois roussis. Bientôt quelques flocons de neige, larges comme des papillons, nous passèrent devant les yeux. Ils montaient, descendaient, tourbillonnaient, sans toucher la terre. Nous n'avions pas encore fait beaucoup de chemin, et il me paraissait impossible d'arriver à Troyes avant la neige. Au reste, cela m'inquiétait peu, et je me disais même que la neige en tombant arrêterait ce vent du nord, et apaiserait le froid. Mais je ne savais pas ce que c'était qu'une tempête de neige. Je ne tardais pas à l'apprendre, de façon à n'oublier jamais cette leçon. Les nuages qui venaient du nord-ouest s'étaient rapprochés, et une sorte de lueur blanche éclairait le ciel de leur côté. Leurs flancs s'étaient entr'ouverts, c'était la neige. Ce ne furent plus des papillons qui voltigèrent devant nous, ce fut une averse de neige qui nous enveloppa. En peu d'instants, elle avait couvert la route, ou plus justement, tout ce qui l'arrêtait sur la route. Tas de pierres, herbes des bas-côtés, broussailles et buissons des fossés. Car poussée par le vent qui n'avait pas faibli, elle courait ras de terre pour s'entasser contre tout ce qui lui faisait obstacle. L'ennui pour nous était d'être au nombre de ces obstacles. Lorsqu'elle nous frappait, elle glissait sur les surfaces rondes, mais partout où se trouvait une fente, elle entrait comme une poussière et ne tardait pas à fondre. En quelques minutes, la route fut couverte d'une épaisse couche de neige dans laquelle nous marchâmes sans bruit. La situation n'était pas gaie, car je n'ai jamais vu tomber la neige, alors même que j'étais derrière une vitre dans une chambre bien chauffée, sans éprouver un sentiment de vague tristesse, et présentement je me disais que la chambre chauffée devait être bien loin encore. Cependant, il fallait marcher et ne pas se décourager, parce que nos pieds enfonçaient de plus en plus dans la couche de neige qui nous montait aux jambes, et parce que le poids qui chargeait nos chapeaux devenait de plus en plus lourd. Tout à coup je vis Vitalis étendre la main dans la direction de la gauche, comme pour attirer mon attention. Je regardai, et il me sembla apercevoir confusément dans la clairière une hutte en branchages recouverte de neige. Elle était formée de fagots et de bourrées, au-dessus desquels avaient été disposés des branchages en forme de toit, et ce toit était assez serré pour que la neige n'eût point passé à travers. C'était un abri qui valait une maison. Je me doutais bien, dit Vitalis, que dans cette jeune vente devait se trouver quelque part une cabane de bûcheron. Maintenant la neige peut tomber. Oui, qu'elle tombe, répondis-je d'un air de défi, et j'allai à la porte, ou plus justement à l'ouverture de la hutte, car elle n'avait ni porte ni fenêtre, pour secouer ma veste et mon chapeau, de manière à ne pas mouiller l'intérieur de notre appartement.
Il était tout à fait simple, cet appartement, aussi bien dans sa construction que dans son mobilier, qui consistait en un banc de terre et de quelques grosses pierres servant de siège. Mais ce qui, dans les circonstances où nous nous trouvions, était encore d'un plus grand prix pour nous, c'étaient 5 ou 6 briques posées de champ dans un coin et formant le foyer. Du feu, nous pouvions faire du feu. Pendant que, couchés sur les 2 mains, je soufflais le feu, les chiens s'étaient assis autour du foyer, et gravement sur leur derrière, le cou tendu, ils présentaient leur ventre mouillé et glacé au rayonnement de la flamme. Bientôt Joli Cœur écarta la veste de son maître, et mettant prudemment le bout du nez dehors, il regarda où il se trouvait. Rassuré par son examen, il sauta vivement à terre, et prenant la meilleure place devant le feu, il présenta à la flamme ses 2 petites mains tremblotantes. Nous étions assurés maintenant de ne pas mourir de froid, mais la question de la faim n'était pas résolue. Il n'y avait dans cette cabane hospitalière ni huche à pain, ni fourneau, avec des casseroles chantantes. Heureusement, notre maître était homme de précaution et d'expérience. Le matin, avant que je fusse levé, il avait fait ses provisions de route, une miche de pain et un petit morceau de fromage. Mais ce n'était pas le moment de se montrer exigeant ou difficile. Aussi, quand nous vîmes apparaître la miche, y eut-il chez nous tous un vif mouvement de satisfaction. Malheureusement, les parts ne furent pas grosses, et pour mon compte, mon espérance fut désagréablement trompée. Au lieu de la miche entière, mon maître ne nous en donna que la moitié. « Je ne connais pas la route, dit-il en répondant à l'interrogation de mon regard, et je ne sais pas si d'ici Troyes nous trouverons une auberge où manger. De plus, je ne connais pas non plus cette forêt. Je sais seulement que ce pays est très boisé, et que d'immenses forêts se joignent les unes aux autres, les forêts de Chaours, de Rumigny, d'Othe, d'Aumont. Peut-être sommes-nous à plusieurs lieues d'une habitation. Peut-être aussi allons-nous rester bloqués longtemps dans cette cabane. Il faut garder des provisions pour notre dîner. » C'étaient là des raisons que je devais comprendre, en me reportant par le souvenir à notre sortie de Toulouse, après l'emprisonnement de Vitalis. Mais elles ne touchèrent point les chiens, qui, voyant serrer la miche dans le sac, alors qu'ils avaient à peine mangé, tendirent la patte à leur maître, lui grattèrent les genoux et se livrèrent à une pantomime expressive, pour faire ouvrir le sac sur lequel ils dardaient leurs yeux suppliants. Prières et caresses furent inutiles, le sac ne s'ouvrit point. Cependant, si frugal qu'eût été ce léger repas, il nous avait réconfortés. Nous étions à l'abri, le feu nous pénétrait d'une douce chaleur, nous pouvions attendre que la neige cessât de tomber. Par l'ouverture de notre hutte, nous apercevions les flocons descendre rapides et serrés. Comme il ne ventait plus, ils tombaient droit, les uns par-dessus les autres, sans interruption. On ne voyait pas le ciel, et la clarté, au lieu de descendre d'en haut, montait d'en bas, de la nappe éblouissante qui couvrait la terre. Les chiens avaient pris leur parti de cette halte forcée, et s'étant tous les 3 installés devant le feu, celui-ci couché en rond, celui-là étalé sur le flanc, Capi le nez dans les cendres, ils dormaient. L'idée me vint de faire comme eux. Je m'étais levé de bonne heure, et il serait plus agréable de voyager dans le pays des rêves, peut-être sur le Cygne, que de regarder cette neige. Je ne sais combien de temps je dormis. Quand je m'éveillai, la neige avait cessé de tomber. Je regardais au dehors. La couche qui s'était entassée devant notre hutte avait considérablement augmenté. S'il fallait se remettre en route, j'en aurais plus haut que les genoux. Quelle heure était-il? Je ne pouvais pas le demander au maître, car en ces derniers mois, les recettes médiocres n'avaient pas remplacé l'argent que la prison et son procès lui avaient coûté, si bien qu'à Dijon, pour acheter ma peau de mouton et différents objets pour lui et pour moi, il avait dû vendre sa montre, la grosse montre en argent sur laquelle j'avais vu Capi dire l'heure, quand Vitalis m'avait engagé dans la troupe. C'était au jour de m'apprendre ce que je ne pouvais plus demander à notre bonne grosse montre. Mais rien au dehors ne pouvait me répondre. En bas, sur le sol, une ligne blanche éblouissante, au-dessus et dans l'air un brouillard sombre, au ciel une lueur confuse, avec çà et là des teintes d'un jaune sale. Rien de tout cela n'indiquait à quelle heure de la journée nous étions. Comme je restais dans l'embrasure de la porte, émerveillé devant ce spectacle, je m'entendis interpeller par mon maître. « As-tu donc envie de te remettre en route ?» me dit-il. « Je ne sais pas, je n'ai aucune envie. Je ferai ce que vous voudrez que nous fassions. Eh bien, mon avis est de rester ici, où nous avons au moins un abri et du feu. Je pensais que nous n'avions guère de pain, mais je gardais ma réflexion pour moi. Je crois que la neige va reprendre bientôt, poursuivit Vitalis. Il ne faut pas nous exposer sur la route sans savoir à quelle distance nous sommes des habitations. La nuit ne serait pas douce au milieu de cette neige.
mieux vaut encore la passer ici. Au moins nous aurons les pieds secs. » La question de nourriture mise de côté, cet arrangement n'avait rien pour me déplaire. Et d'ailleurs, en nous remettant en marche tout de suite, il n'était nullement certain que nous pussions, avant le soir, trouver une auberge où dîner, tandis qu'il n'était que trop évident que nous trouverions sur la route une couche de neige, qui, n'ayant pas encore été foulée, serait pénible pour la marche. Il faudrait se serrer le ventre dans notre hutte, voilà tout. Ce fut ce qui arriva lorsque, pour notre dîner, Vitalis nous partagea entre 6 ce qui restait de la miche. Hélas, qu'il en restait peu, et comme ce peu fut vite expédié, bien que nous fissions les morceaux aussi petits que possible, afin de prolonger notre repas. Lorsque notre pauvre dîner, si chétif et si court, fut terminé, je crus que les chiens allaient recommencer leur manège du déjeuner, car il était évident qu'ils avaient encore terriblement faim. Mais il n'en fut rien, et je vis une fois de plus combien vive était leur intelligence. La neige avait repris depuis longtemps, et elle tombait toujours avec la même persistance. D'heure en heure, on voyait la couche qu'elle formait sur le sol, monter le long des jeunes cépées, dont les tiges seules émergeaient encore de la marée blanche, qu'il allait bientôt les engloutir. Mais lorsque notre dîner fut terminé, on commença à ne plus voir que confusément ce qui se passait au-dehors de la hutte, car en cette sombre journée l'obscurité était vite venue. « Dors, me dit Vitalis, je te réveillerai quand je voudrais dormir à mon tour, car bien que nous n'ayons rien à craindre des bêtes ou des gens dans cette cabane, il faut que l'un de nous veille pour entretenir le feu. Nous devons prendre nos précautions contre le froid, qui peut devenir âpre si la neige cesse. » Je ne me fis pas répéter l'invitation 2 fois, et je m'endormis. Quand mon maître me réveilla, la nuit devait être déjà avancée. Au moins je me l'imaginais. La neige ne tombait plus, notre feu brûlait toujours. « À ton tour maintenant, me dit Vitalis, tu n'auras qu'à mettre de temps en temps du bois dans le foyer. Tu vois que je t'ai fait ta provision. » En effet, un amas de fagots était entassé à la portée de la main. Mon maître, qui avait le sommeil beaucoup plus léger que moi, n'avait pas voulu que je l'éveillasse en allant tirer un morceau de bois à notre muraille, chaque fois que j'en aurais besoin, et il m'avait préparé ce tas, dans lequel il n'y avait qu'à prendre sans bruit. C'était là sans doute une sage précaution, mais elle n'eut pas, hélas, les suites que Vitalis attendait. Mon maître dormait tranquillement. Les chiens et Joli Cœur dormaient aussi, et du foyer avivé s'élevaient de belles flammes, qui montaient en tourbillon jusqu'au toit, en jetant des étincelles pétillantes, qui seules troublaient le silence. Pendant assez longtemps, je m'amusais à regarder ces étincelles, mais peu à peu la lassitude me prit et m'engourdit sans que j'en eusse conscience. Tout à coup je fus réveillé en sursaut par un aboiement furieux. Il faisait nuit, j'avais sans doute dormi longtemps, et le feu s'était éteint, ou tout au moins il ne donnait plus de flamme qui éclairasse la hutte. Les aboiements continuaient, c'était la voix de Capi. Mais, chose étrange, Zerbino, pas plus que Dulcé, ne répondait à leurs camarades. « Eh bien quoi » s'écria Vitalis se réveillant aussi. « Que se passe-t-il »« Je ne sais pas. Tu t'es endormi et le feu s'éteint. » Au moment où nous allions sortir, un formidable hurlement éclata dans le silence, et Capi se rejeta dans nos jambes effrayé. « Ce sont des loups. Où sont Zerbino et Dulcé » À cela je ne pouvais répondre. Sans doute les 2 chiens étaient sortis pendant mon sommeil. Les loups les avaient-ils emportés? Il me semblait que l'accent de mon maître, lorsqu'il avait demandé où ils étaient, avait trahi cette crainte. « Prends un tison, me dit-il, et allons à leur secours. » J'avais entendu raconter dans mon village d'effrayantes histoires de loups. Cependant je n'y étais pas. Je m'armai d'un tison et suivis mon maître. Mais lorsque nous fûmes dans la clairière, nous n'aperçûmes ni chien ni loup. On voyait seulement sur la neige les empreintes creusées par les 2 chiens. « Cherche, cherche, Capi, disait mon maître, et en même temps il sifflait pour appeler Zerbino et Dulcé. Mais aucun aboiement ne lui répondait, aucun bruit ne troublait le silence lugubre de la forêt, et Capi, au lieu de chercher comme on le lui commandait, restait dans nos jambes, donnant des signes manifestes d'inquiétude et d'effroi, lui qui ordinairement était aussi obéissant que brave. De nouveau Vitalis siffla, et d'une voix forte il appela Zerbino et Dulcé. Nous écoutâmes, le silence continua. J'eus le cœur serré. Pauvre Zerbino, pauvre Dulcé. Vitalis précisa mes craintes. « S'ils n'ont pas répondu à mon appel, c'est qu'ils sont bien loin, dit-il. Et puis, il ne faut pas nous exposer à ce que les loups nous attaquent nous-mêmes. Nous n'avons rien pour nous défendre. » C'était terrible d'abandonner ainsi ces 2 pauvres chiens, ces 2 camarades, ces 2 amis,
pour moi particulièrement, puisque je me sentais responsable de leur faute. Si je n'avais pas dormi, ils ne seraient pas sortis. Dans la hutte, une surprise nouvelle nous attendait. En notre absence, les branches que j'avais entassées sur le feu s'étaient allumées. Elles flambaient, jetant leur lueur dans les coins les plus sombres. Je ne vis point Joli Cœur. Sa couverture était restée devant le feu. Mais elle était plate et le singe ne se trouvait pas dessous. Je l'appelai. Vitalis l'appela à son tour. Il ne se montra pas. Qu'était-il devenu? Vitalis me dit qu'en s'éveillant, il l'avait senti près de lui. C'était donc depuis que nous étions sortis qu'il avait disparu. Avait-il voulu nous suivre? Vitalis paraissait exaspéré, tandis que moi, j'étais sincèrement désolé. Pauvre Joli Cœur! Comme je demandai à mon maître s'il pensait que les loups avaient pu aussi l'emporter, non, me dit-il, les loups n'auraient pas osé entrer dans la cabane éclairée. Je crois qu'ils auront sauté sur Zerbino et sur Dolcet, qui étaient sortis, mais ils n'ont pas pénétré ici. Il est probable que Joli Cœur épouvanté se sera caché quelque part, pendant que nous étions dehors, et c'est là ce qui m'inquiète pour lui, car par ce temps abominable, il va gagner froid, et pour lui le froid serait mortel. Et il s'assit devant le feu, la tête entre ses deux mains. Je n'osais pas le troubler, je restai immobile près de lui, ne faisant un mouvement que pour mettre des branches sur le feu. De temps en temps il se levait pour aller jusqu'à la porte. Alors il regardait le ciel et se penchait pour écouter, puis il revenait prendre sa place. Il me semblait que j'aurais mieux aimé qu'il me grondât, plutôt que de le voir ainsi morne et accablé. Aussitôt que la clarté froide du matin eut donné aux buissons et aux arbres leur forme réelle, nous sortîmes. Vitalis était armé d'un fort bâton, et j'en avais pris un pareillement. Capi ne paraissait plus être sous l'impression de frayeur qui l'avait paralysé pendant la nuit. Les yeux sur ceux de son maître, il n'attendait qu'un signe pour s'élancer en avant. Comme nous cherchions sur la terre les empreintes de Joli Cœur, Capi leva la tête et se mit à aboyer joyeusement. Cela signifiait que c'était en l'air qu'il fallait chercher, et non à terre. En effet, nous vîmes que la neige qui couvrait notre cabane avait été foulée, çà et là, jusqu'à une grosse branche penchée sur notre toit. Nous suivîmes des yeux cette branche, qui appartenait à un gros chêne, et tout au haut de l'arbre, blotti dans une fourche, nous aperçûmes une petite forme de couleur sombre. C'était Joli Cœur, et ce qui s'était passé n'était pas difficile à deviner. Effrayé par les hurlements des chiens et des loups, Joli Cœur, au lieu de rester près du feu, s'était élancé sur le toit de notre hutte, quand nous étions sortis, et de là il avait grimpé au haut du chêne, où, se trouvant en sûreté, il était resté blotti sans répondre à nos appels. La pauvre petite bête si frileuse devait être glacée. Mon maître l'appela doucement, mais il ne bougea pas plus que s'il était mort. Pendant plusieurs minutes, Vitalis répéta ses appels. Joli Cœur ne donna pas signe de vie. J'avais à racheter ma négligence de la nuit. Si vous voulez, dis-je, je vais l'aller chercher. Tu vas te casser le cou. Il n'y a pas de danger. Le mot n'était pas très juste. Il y avait danger au contraire. Surtout, il y avait difficulté. L'arbre était gros et de plus, il était couvert de neige dans les parties de son tronc et de ses branches, qui avaient été exposées au vent. Heureusement, j'avais appris de bonne heure à grimper aux arbres, et j'avais acquis dans cet art une force remarquable. Quelques petites branches avaient poussé çà et là le long du tronc. Elles me servirent d'échelon, et bien que je fusse aveuglé par la neige, que mes mains me faisaient tomber dans les yeux, je parvins bientôt, aidé de Vitalis, à la première fourche. Arrivé là, l'ascension devenait facile. Je n'avais plus qu'à veiller à ne pas glisser sur la neige. Tout en montant, je parlais doucement à Joli Cœur, qui ne bougeait pas, mais qui me regardait avec ses yeux brillants. J'allais arriver à lui, et déjà j'allongeais la main pour le prendre, lorsqu'il fit un bond, et s'élança sur une autre branche. Je le suivis sur cette branche, mais les hommes, et même les gamins, sont très inférieurs aux singes pour courir dans les arbres. Aussi est-il bien probable que je n'aurais jamais pu atteindre Joli Cœur si la neige n'avait pas couvert les branches. Mais comme cette neige lui mouillait les mains et les pieds, il fut bientôt fatigué de cette poursuite. Alors, dégringolant de branche en branche, il sauta d'un bond sur les épaules de son maître et se cacha sous la veste de celui-ci. C'était beaucoup d'avoir retrouvé Joli Cœur, mais ce n'était pas tout. Il fallait maintenant chercher les chiens. Nous arrivâmes en quelques pas à l'endroit où nous étions déjà venus dans la nuit, et où nous avions trouvé la neige piétinée. Maintenant qu'il faisait jour, il nous fut facile de deviner ce qui s'était passé. La neige gardait imprimée en creux l'histoire de la mort des chiens. En sortant de la cabane l'un derrière l'autre, ils avaient longé les fagots, et nous suivions distinctement leurs traces, pendant une vingtaine de mètres. Puis les traces disparaissaient dans la neige bouleversée.
Alors on voyait d'autres empreintes. D'un côté celle qui montrait par où les loups, en quelques bonds allongés, avaient sauté sur les chiens, et de l'autre celle qui disait par où ils les avaient emportés, après les avoir boulés. De traces des chiens il n'en existait plus, à l'exception d'une traînée rouge, qui çà et là ensanglantait la neige. Pauvres Zerbino, pauvre Dolcet, pauvres amis, c'étaient les paroles que tous deux nous murmurions chacun de notre côté, ou tout au moins les pensées de nos cœurs. Ils avaient été nos camarades, nos compagnons de bonne et mauvaise fortune, et pour moi, pendant mes jours de détresse et de solitude, mes amis, presque mes enfants. Et j'étais coupable de leur mort, car je ne pouvais m'innocenter. Si j'avais fait bonne garde comme je le devais, si je ne m'étais pas endormi, ils ne seraient pas sortis, et les loups ne seraient pas venus nous attaquer dans notre cabane. Ils auraient été retenus à distance, effrayés par notre feu. J'aurais voulu que Vitalis me grondât. J'aurais presque demandé qu'il me battît. Mais il ne me disait rien, il ne me regardait même presque pas. Il restait la tête penchée au-dessus du foyer. Sans doute il songeait à ce que nous allions devenir sans les chiens. Comment donner nos représentations sans eux? Comment vivre? 15. Monsieur Jolicoeur. Les pronostics du jour levant s'étaient réalisés. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, et ses pâles rayons étaient réfléchis par la neige immaculée. La forêt, triste et livide la veille, était maintenant éblouissante d'un éclat qui aveuglait les yeux. De temps en temps, Vitalis passait la main sous la couverture pour tâter Jolicoeur. Mais celui-ci ne se réchauffait pas, et lorsque je me penchais sur lui, je l'entendais grelotter. Il devint bientôt évident que nous ne pourrions pas réchauffer ainsi son sang glacé dans ses veines. « Il faut gagner un village, dit Vitalis en se levant, ou Jolicoeur va mourir ici. Heureux nous serons s'il ne meurt pas en route. Partons. » La couverture bien chauffée, Jolicoeur fut enveloppé dedans, et mon maître le plaça sous sa veste contre sa poitrine. Il fallut appeler Capi, qui était resté sur le seuil de la hutte, le nez tourné vers l'endroit où ses camarades avaient été surpris. 10 minutes après être arrivés sur la grande route, nous croisâmes une voiture dont le charretier nous apprit qu'avant 1 heure nous trouverions un village. Cela nous donna des jambes, et cependant marcher était difficile autant que pénible, au milieu de cette neige dans laquelle j'enfonçais jusqu'à mi-corps. De temps en temps je demandais à Vitalis comment se trouvait Jolicoeur, et il me répondait qu'il le sentait toujours grelotter contre lui. Enfin, au bas d'une côte, se montrèrent les toits blancs d'un gros village. Encore un effort, et nous arrivions. Nous n'avions point pour habitude de descendre dans les meilleures auberges, celles qui, par leur apparence cossue, promettaient bon gîte et bonne table. Tout au contraire, nous nous arrêtions ordinairement à l'entrée des villages ou dans les faubourgs des villes, choisissant quelques pauvres maisons, d'où l'on ne nous repousserait pas, et où l'on ne viderait pas notre bourse. Mais cette fois il n'en fut pas ainsi. Au lieu de s'arrêter à l'entrée du village, Vitalis continua jusqu'à une auberge devant laquelle se balançait une belle enseigne dorée. Par la porte de la cuisine, grande ouverte, on voyait une table chargée de viande, et sur un large fourneau, plusieurs casseroles en cuivre rouge chantaient joyeusement, lançant au plafond de petits nuages de vapeur. De la rue on respirait une bonne odeur de soupe grasse qui chatouillait agréablement nos estomacs affamés. Mon maître, ayant pris ses airs de monsieur, entra dans la cuisine, et le chapeau sur la tête, le cou tendu en arrière, il demanda à l'aubergiste une bonne chambre avec du feu. Tout d'abord l'aubergiste, qui était un personnage de belle prestance, avait dédaigné de nous regarder. Les grands airs de mon maître lui imposèrent, et une fille de service reçut l'ordre de nous conduire. « Vite, couche-toi, me dit Vitalis, pendant que la servante allumait le feu. » Pendant que je restais immobile sous l'édredon, pour tâcher d'avoir chaud, Vitalis, au grand étonnement de la servante, tournait et retournait le pauvre Jolicoeur, comme s'il voulait le faire rôtir. « As-tu chaud » me demanda Vitalis après quelques instants. « J'étouffe. »« C'est justement ce qu'il faut. » Et venant à moi vivement, il mit Jolicoeur dans mon lit, en me recommandant de le tenir bien serré contre ma poitrine. La pauvre petite bête, qui était ordinairement si rétive lorsqu'on lui imposait quelque chose qui lui déplaisait, semblait résignée à tout. Elle se tenait collée contre moi, sans faire un mouvement. Elle n'avait plus froid, son corps était brûlant. Mon maître était descendu à la cuisine. Bientôt il remonta, portant un bol de vin chaud et sucré. Il voulut faire boire quelques cuillerées de ce breuvage à Jolicoeur, mais celui-ci ne put pas desserrer les dents. Avec ses yeux brillants, il nous regardait tristement, comme pour nous prier de ne pas le tourmenter.
En même temps il sortait un de ses bras du lit et nous le tendait. Je me demandais ce que signifiait ce geste, qu'il répétait à chaque instant, quand Vitalis me l'expliqua. Avant que je fusse entré dans la troupe, Joli Cœur avait eu une fluxion de poitrine, et on l'avait saigné au bras. En ce moment, se sentant de nouveau malade, il nous tendait le bras pour qu'on le saignât encore, et le guérit comme on l'avait guéri la première fois. Non seulement Vitalis fut touché, mais encore il fut inquiété. Il était évident que le pauvre Joli Cœur était malade, et même il fallait qu'il se sentît bien malade pour refuser le vin sucré qu'il aimait tant. « Bois le vin, dit Vitalis, et reste au lit, je vais aller chercher un médecin. » Craignant que ce puissant personnage ne voulût pas se déranger pour un singe, Vitalis n'avait pas dit pour quel malade il l'appelait. Aussi, me voyant dans le lit, rouge comme une pivoine qui va ouvrir, le médecin vint à moi, et m'ayant posé la main sur le front. « Congestion, dit-il. » Sans répondre, je soulevai un peu la couverture, et montrant Joli Cœur, qui avait posé son petit bras autour de mon cou. « C'est lui qui est malade, dis-je. » Le médecin avait reculé de 2 pas en se tournant vers Vitalis. « Un singe, criait-il. Comment c'est pour un singe que vous m'avez dérangé, et par un temps pareil ?» Je crus qu'il allait sortir indigné. Mais c'était un habile homme que notre maître, et qui ne perdait pas facilement la tête. Poliment et avec ses grands airs, il arrêta le médecin. Puis il lui expliqua la situation, comment nous avions été surpris par la neige, et comment, par la peur des loups, Joli Cœur s'était sauvé sur un chêne où le froid l'avait glacé. Pendant que notre maître parlait, Joli Cœur, qui avait sans doute deviné que ce personnage à lunettes était un médecin, avait plus de 10 fois sorti son petit bras pour l'offrir à la saignée. Voyez comme ce singe est intelligent. Il sait que vous êtes médecin, et il vous tend le bras pour que vous tâtiez son pouls. Cela acheva de décider le médecin. Au fait, dit-il, le cas est peut-être curieux. Il était, hélas, fort triste pour nous et bien inquiétant. Le pauvre monsieur Joli Cœur était menacé d'une fluxion de poitrine. Ce petit bras qu'il avait tendu si souvent fut pris par le médecin, et la lancette s'enfonça dans sa veine sans qu'il poussât le plus petit gémissement. Il savait que cela devait le guérir. Puis après la saignée vinrent les synapismes, les cataplasmes, les potions et les tisanes. J'étais devenu garde-malade sous la direction de Vitalis. Un matin, en revenant de déjeuner, tandis que j'étais resté auprès de Joli Cœur, que nous ne laissions pas seuls, il m'apprit que l'aubergiste avait demandé le paiement de ce que nous devions, si bien qu'après ce paiement, il ne lui restait plus que 50 sous. Pour lui, il ne voyait qu'un moyen de sortir d'embarras, c'était de donner une représentation le soir même. Une représentation sans Zerbino, sans Dolcet, sans Joli Cœur, cela me paraissait impossible. Cependant mon maître, sans s'attarder aux réflexions, s'occupa activement. Tandis que je gardais notre malade, il trouva une salle de spectacle dans les halles, car une représentation en plein air était impossible par le froid qu'il faisait. Il composa et colla des affiches, il arrangea un théâtre avec quelques planches, et bravement il dépensa ses 50 sous à acheter des chandelles qu'il coupa par le milieu, afin de doubler son éclairage. Par la fenêtre de la chambre, je le voyais aller et venir dans la neige, passer et repasser devant notre auberge, et ce n'était pas sans angoisse que je me demandais quel serait le programme de cette représentation. Je fus bientôt fixé à ce sujet, car le tambour du village, coiffé d'un képi rouge, s'arrêta devant l'auberge, et après un magnifique roulement donna lecture de ce programme. Ce qu'il était, on l'imaginera facilement lorsqu'on saura que Vitalis avait prodigué les promesses les plus extravagantes. Il était question d'un artiste célèbre dans l'univers entier, c'était Capi, et d'un jeune chanteur qui était un prodige. Le prodige, c'était moi. En entendant le tambour, Capi avait aboyé joyeusement, et Joli Cœur s'était à demi soulevé, quoiqu'il fût très mal en ce moment. Tous deux, je le crois bien, avaient deviné qu'il s'agissait de notre représentation. Cette idée qui s'était présentée à mon esprit me fut bientôt confirmée par la pantomime de Joli Cœur. Il voulut se lever, et je dus le retenir de force. Alors il me demanda son costume de général anglais, l'habit et le pantalon rouge galonné d'or, le chapeau à claques avec son plumet. Il joignait les mains, il se mettait à genoux pour mieux me supplier. Quand il vit qu'il n'obtenait rien de moi par la prière, il essaya de la colère, puis enfin des larmes. Il était certain que nous aurions bien de la peine à le décider à renoncer à son idée de reprendre son rôle le soir, et je pensais que dans ces conditions le mieux était de lui cacher notre départ. Malheureusement, quand Vitalis, qui ignorait ce qui s'était passé en son absence, rentra, sa première parole fut pour me dire de préparer ma harpe et tous les accessoires nécessaires à notre représentation.
L'heure était venue de nous rendre aux halles. J'arrangeais un bon feu dans la cheminée avec de grosses bûches qui devaient durer longtemps. J'enveloppais bien dans sa couverture le pauvre petit joli cœur, qui pleurait à chaudes larmes, et qui m'embrassait tant qu'il pouvait, puis nous partîmes. En cheminant dans la neige, mon maître m'expliqua ce qu'il attendait de moi. Il ne pouvait pas être question de nos pièces ordinaires, puisque nos principaux comédiens manquaient, mais nous devions, Capi et moi, donner tout ce que nous avions de zèle et de talent. Il s'agissait de faire une recette de 40 francs. 40 francs, c'était bien là le terrible. Tout avait été préparé par Vitalis, et il ne s'agissait plus que d'allumer les chandelles. Mais c'était un luxe que nous ne devions nous permettre que quand la salle serait à peu près garnie, car il fallait que notre illumination ne finît pas avant la représentation. Enfin mon maître décida que nous devions commencer, bien que la salle fût loin d'être remplie. Mais nous ne pouvions attendre davantage, poussés que nous étions par la terrible question des chandelles. Ce fut à moi de paraître le premier sur le théâtre, et en m'accompagnant de ma harpe, je chantai 2 chansonnettes. Pour être sincère, je dois déclarer que les applaudissements que je recueillis furent assez rares. Capi fut plus heureux, on l'applaudit à plusieurs reprises, et à pleine main. La représentation continua. Grâce à Capi, elle se termina au milieu des bravos. Non seulement on claquait des mains, mais encore on trépignait des pieds. Le moment décisif était arrivé. Pendant que sur la scène, accompagné par Vitalis, je dansais un pas espagnol, Capi, la sébile à la gueule, parcourait tous les rangs de l'assemblée. Ramasserait-il les 40 francs? C'était la question qui me serrait le cœur, tandis que je souriais au public avec mes mines les plus agréables. Enfin je le vis apparaître, et j'allais m'arrêter quand Vitalis me fit signe de continuer. Je continuais, et me rapprochant de Capi, je vis que la sébile n'était pas pleine. Il s'en fallait de beaucoup. À ce moment Vitalis, qui lui aussi avait jugé la recette, se leva. Je crois pouvoir dire sans nous flatter que nous avons exécuté notre programme. Cependant, comme nos chandelles vivent encore, je vais, si la société le désire, lui chanter quelques airs. Capi fera une nouvelle tournée, et les personnes qui n'avaient pas pu trouver l'ouverture de leur poche à son premier passage seront peut-être plus adroites cette fois. Je les avertis de se préparer à l'avance. Bien que Vitalis eût été mon professeur, je ne l'avais jamais entendu vraiment chanter, ou tout au moins comme il chanta ce soir-là. Il choisit 2 airs que tout le monde connaît, mais que moi je ne connaissais pas alors. La romance de Joseph, à peine au sortir de l'enfance, et celle de Richard Cœur de Lion, ô Richard, ô mon roi. Je n'étais pas à cette époque en état de juger si l'on chantait bien ou mal, avec art ou sans art, mais ce que je puis dire, c'est le sentiment que sa façon de chanter provoqua en moi. Dans le coin de la scène où je m'étais retiré, je fondis en larmes. À travers le brouillard qui obscurcissait mes yeux, je vis une jeune dame qui occupait le premier rang applaudir de toutes ses forces. Je l'avais déjà remarqué, car ce n'était point une paysanne comme celle qui composait le public, c'était une vraie dame, jeune, belle, et qu'à son manteau de fourrure, j'avais jugé être la plus riche du village. Elle avait près d'elle un enfant qui lui aussi avait beaucoup applaudi Capi, son fils sans doute, car il avait une grande ressemblance avec elle. Après la première romance, Capi avait recommencé sa quête, et j'avais vu avec surprise que la belle dame n'avait rien mis dans la sébile. Quand mon maître eut achevé l'air de Richard, elle me fit un signe de main, et je m'approchai d'elle. « Je voudrais parler à votre maître, me dit-elle. Cela m'étonna un peu que cette belle dame voulût parler à mon maître. Elle aurait mieux fait, selon moi, de mettre son offrande dans la sébile. Cependant, j'allais transmettre ce désir ainsi exprimé à Vitalis, et pendant ce temps Capi revint près de nous. La seconde quête avait été encore moins productive que la première. « Que me veut cette dame » demanda Vitalis. « Vous parlez. »« Je n'ai rien à lui dire. »« Elle n'a rien donné à Capi, elle veut peut-être lui donner maintenant. »« Alors c'est à Capi d'aller à elle et non à moi. » Cependant il se décida, mais en prenant Capi avec lui. Je l'ai suivi. Pendant ce temps, un domestique portant une lanterne et une couverture était venu se placer près de la dame et de l'enfant. Vitalis s'était approché et avait salué, mais froidement. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, dit la dame, mais j'ai voulu vous féliciter. » Vitalis s'inclina sans répliquer un seul mot. « Je suis musicienne, continua la dame. C'est vous dire combien je suis sensible à un grand talent comme le vôtre. Un grand talent chez mon maître, chez Vitalis, le chanteur des rues, le montreur de bêtes, je restais stupéfait. « Il n'y a pas de talent chez un vieux bonhomme tel que moi, dit Vitalis. Ne croyez pas que je sois poussé par une curiosité indiscrète, dit la dame.
Mais je serai tout prêt à satisfaire cette curiosité. Vous avez été surprise, n'est-ce pas, d'entendre chanter à peu près un montreur de chiens? Émerveillé. C'est bien simple, cependant. Je n'ai pas toujours été ce que je suis en ce moment. Autrefois, dans ma jeunesse, il y a longtemps, j'ai été le domestique d'un grand chanteur. Et par imitation, comme un perroquet, je me suis mis à répéter quelques airs que mon maître étudiait devant moi. Voilà tout. La dame ne répondit pas, mais elle regarda assez longuement Vitalis, qui se tenait devant elle dans une attitude embarrassée. « Au revoir, monsieur, dit-elle en appuyant sur le mot « monsieur », qu'elle prononça avec une étrange intonation. « Au revoir, et encore une fois, laissez-moi vous remercier de l'émotion que je viens de ressentir. » Puis, se baissant vers Capi, elle mit dans la sébile une pièce d'or. Je croyais que Vitalis allait reconduire cette dame, mais il n'en fit rien, et quand elle se fut éloignée de quelques pas, je l'entendis murmurer à mi-voix 2 ou 3 jurons italiens. « Mais elle a donné un louis à Capi, dis-je. » Je crus qu'il allait m'allonger une taloche. Cependant il arrêta sa main levée. « Un louis, dit-il, comme s'il sortait d'un rêve. Ah oui, c'est vrai. Pauvre joli cœur, je l'oubliais. Allons le rejoindre. » Notre ménage fut vite fait, et nous ne tardâmes point à rentrer à l'auberge. Je montai l'escalier le premier, et j'entrai dans la chambre en courant. Le feu n'était pas éteint, mais il ne donnait plus de flamme. J'allumai vivement une chandelle et je cherchai Joli Cœur, surpris de ne pas l'entendre. Il était couché sur sa couverture de tout son long, il avait revêtu son uniforme de général, et il paraissait dormir. Je me penchai sur lui pour lui prendre doucement la main sans le réveiller. Cette main était froide. À ce moment, Vitalis entrait dans la chambre. Je me tournai vers lui. « Joli Cœur est froid. » Vitalis se pencha près de moi. « Hélas, dit-il, il est mort. Cela devait arriver. Vois-tu, Rémi, je n'ai peut-être pas eu raison de t'enlever à madame Milligan. C'est à croire que je suis puni comme d'une faute. Zerbino, Dolcet, aujourd'hui Joli Cœur. Ce n'est pas la fin. »